a fait un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB de l'Estonie ou de Chypre. Est-ce que ça vous inspire un truc? Ah, c'est vertigineux. Non. Mais Zemmour ne croit toujours pas à Internet. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, Je crois à la puissance chinoise. Ben oui, un peu tout. quand même. Moi, je vois Ils sont pas. revenus, en fait. Je vois pas un truc privé. Je vois la Chine qui revient au centre du monde et qui efface 2 siècles. Non, mais c'est pas seulement la Chine, c'est. Ça s'appelle d'humiliation. C'est le basculement. Oui, le Pacifique. Non, mais inéluctable dans l'autre économie. Oui, mais enfin, ça veut dire que Non, tout vous le dites monde. deux choses différentes. Ah, C'est oui, on dit intéressant 2 choses d'ailleurs. différentes. C'est Non, intéressant. Exact. Vous dites Chine Parce que revient moi, premier pays du monde et Ouais. vous, C'est vous le parlez basculement du net. dans une nouvelle économie, définitivement. C'est pas que ça soit nouveau, on l'observe depuis bien des années, mais il va falloir que tout le monde s'adapte à ça. Et c'est pour ça que les ajustements, particulièrement en France, vont être pénibles, douloureux et longs, je pense. Eh bien, nous allons en parler pendant 2 heures, justement. Je rappelle à vos amis, à tous vos ennemis qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Allez, les chronomètres sont prêts. C'est le match. Alors, on va parler de Christophe Castaner, bien sûr. Alors, après l'élection sans candidat et à main levée, tous les atermoiements autour de double casquette, est-ce qu'on n'est pas rentré un peu dans l'ancien monde qu'on si décrié? Bien moi, je proclame ici que j'aime le nom de Castaner parce que dans Castaner, il y a castagne et il y a nerf. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de castagne Tu parce devrais t'arrêter là. le problème, il n'y a pas eu de castagne parce que c'est. Gâche pas tes cartes, tu Non, viens de briller. je développe un peu quand même parce que sa nomination est le fait du prince et il a été élu sans opposant ni adversaire. Et d'ailleurs, quand il a pris la parole, on a vu tout ce qui sépare le discours de quelqu'un qui a gagné de quelqu'un qui a été désigné. Quant au nerf, c'est Macron qui joue avec les siens, les nerfs de Castaner, parce qu'il fait planer le doute sur son maintien comme secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et donc, d'un bout à l'autre, le message de Macron est le même, c'est moi qui décide. C'est-à-dire que l'horizontalité vaut pour la base de la République en marche, mais dès qu'il s'agit du président de la République, on revient à un principe de stricte verticalité. Voilà le message qui a été asséné. Ensuite, sur le fond de l'affaire, je ne comprends même pas qu'il y ait un débat sur le maintien ou pas de Castaner au gouvernement. Je ne vois pas comment quelqu'un qui est de fait le chef d'un parti peut être en charge des relations en même temps avec le Parlement. Ça, je ne comprends pas. S'il était ministre des Transports, ça ne vous posera pas de problème? Non, ça me pose un problème. En principe, qu'un ministre soit aussi le chef du parti, mais ça me pose un double problème quand, en plus, il est en charge des relations avec le Parlement. C'est moi? Écoute, moi, j'aime bien cette histoire parce que, parce que quand même, Macron s'est fait élire sur « c'était pas mieux avant ». Et ce qu'il fait, c'était exactement le bon temps de l'UDR avec Alexandre Sanguinetti. Voilà. Quand Alexandre Sanguinetti, secrétaire général de l'UDR au temps de Pompidou, disait « le godillot est une bonne chaussure ». Et moi, j'adore ça. Ça me ramène dans mon enfance, c'est parfait. Et deuxième chose, ce qui m'amuse encore plus, c'est qu'on a vu défiler ici des péronnelles d'En Marche aussi arrogantes que vides et qui étaient persuadées d'avoir gagné la présidentielle à elles toutes seules. Et là, ça les remet à leur niveau, c'est-à-dire 0. Elles ne comptent pour rien. C'est Macron qui décide, comme au temps du général de Gaulle, tout seul, avec 2 mecs qui sont... il y a eu une très bonne enquête la semaine dernière dans le Figaro Magazine de Kohler et de Ismaël Emelien. Là, on est mais dans la quintessence du bonapartisme gaullien. Ah là, ça vous revient. Moi, je suis ravi. Ah ouais, ça l'excite même. Je suis ravi. On sent qu'il est tout excité. Mais moi, je suis ravi. Je suis ravi. Ouais. Sauf que, c'est là où tu as touché juste, tu as tout à fait raison. Il y a une contradiction majeure, là, je ne plaisante plus, entre ce qu'il fait, qui moi me réjouit, et ce qu'il a vendu. C'est-à-dire tout le baratin du nouveau monde, horizontalité, valeurs féminines, concertation, tout le bobard qu'on nous a vendu et qui est bien pensant. Là, je pense, plus sérieusement, je pense que c'est une arête fondamentale du régime. C'est-à-dire que là, tout va bien, donc ça va. Mais quand il va y avoir les premières difficultés, quand il va y avoir les premières tempêtes, ça peut péter sur cette contradiction. Non, mais la phrase est incomplète, c'est-à-dire que la République est en marche. Oui, on marche, mais avec des godillots au pied. Évidemment. Voilà. Donc il fallait compléter. Sanguinetti, le godillot est une très bonne chose. C'est très bien, ça marche, c'est très résistant. Ouais. Et on verra tout à l'heure avec Gérald Andrieux que les godillots peuvent mener loin. Donc peut-être ça va le mener loin aussi, Castaner. Bien, second match. On devance l'appel là, parce qu'on a un gros programme.
Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses et sans donner de leçons. C'est avec ces mots que François Fillon a dit adieu à la politique devant les militants de son parti, Force républicaine, dont il a d'ailleurs passé les clés à Bruno Retailleau, son fidèle lieutenant. Alors pourquoi maintenant déjà une idée et puis surtout de quoi Non, parce qu'un lieutenant, ça peut trahir. Oui, c'est vrai. Oui, mais on dirait qu'il y en a d'autres, mais en fait, il n'y a qu'un lieutenant. Oui, mais il n'y a qu'un fidèle aussi. Voilà. Bon alors, pourquoi maintenant et de quoi le fillonisme finalement est-il le nom? Est-ce qu'il y a un héritage, François Fillon fut à la politique ce que John McEnroe fut au tennis. Oula. 1984, finale de Roland-Garros. McEnroe mène 2-7-0 contre Lendl 3-1. Il ne peut pas perdre cette finale, il va la perdre. Le présidentiel 2017, Fillon survole la primaire de droite, il plane dans les sondages, il ne peut pas perdre cette présidentielle, il va la perdre. McEnroe ne gagnera jamais Roland-Garros, François Fillon ne sera jamais président de la République. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fillonisme. De quoi Fillon est-il le nom? Dans les derniers temps, il a voulu incarner une sorte de libéralisme dur à la française, un courant auquel Zemmour, alias M. Irma, promettait 5% à la primaire. Non, attendez. Je finis. Bon, c'est un courant de pensée très très peu représenté en France, très très peu populaire, qui d'ailleurs commençait à battre de l'aile même avant, parce qu'il a commencé à présenter son programme, et même avant. Déjà. Voilà, mais même avant les scandales, ça commençait un peu, à refluer. Donc malheureusement, il finit sur cette note. Son avenir politique est derrière lui, son avenir judiciaire est devant lui. C'est vraiment une très 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 triste fin. Je pense que le commentaire de Nolo est juste mais incomplet. Je veux dire par là que quand tu dis il incarne un libéralisme dur, en gros thatchérien, etc. Il a voulu. C'est en partie vrai. Il y avait deux pieds dans son programme. Il y avait le libéralisme dur, si tu veux, je ne sais pas ce qu'on appelle dur, mais peu importe, avec réduction des déficits, avec réduction même nombre de du fonctionnaires, budget de la Sécu, des pensions, du social, etc. 500 000 fonctionnaires. Ouais. Voilà, exactement. Et parce qu'il nous aurait ramené que 30 ans en arrière, c'est pas la mort non plus. Mais pour virer 500 000 personnes, il faut y aller. Oui. Je pense qu'il ne serait pas allé au bout, mais peu importe. Et il y avait aussi ce que tu oublies à chaque fois, et qui explique qu'il ait gagné la primaire d'abord et qu'il ait fini à 20%, il y avait un conservatisme. Il parlait de retour du roman national en histoire, il parlait d'alliance avec la Russie, il disait que le problème n'était pas la laïcité mais l'islam, et que les autres religions n'avaient aucun problème. Tu vois, il n'allait pas loin à mon sens, c'était des petits signes, je te dis pas que c'était le Pérou, mais je te dis qu'il avait donné des embryons d'un concept conservateur à la française. C'est pas sur ça que s'est joué le débat. Moi, je pense que non, c'était subliminal. Je t'assure que dans les votes, il y a eu les votes sur il faut virer tous ces fonctionnaires, etc. Il y a les gens qui veulent ça. T'as raison. Mais je pense sincèrement que ce qu'il a fait passer devant Sarko et devant Juppé, c'est cette ligne subliminale conservatrice, qui n'était pas à s'en poser de problème, parce qu'il y a une contradiction, mais on a lu Michéa, entre le libéralisme et le conservatisme. Donc c'était pas évident, mais peu importe. En tout cas, moi je pense que c'est ça qui lui a permis de gagner la première partie, la primaire. Et d'ailleurs, et j'arrête là, je pense que c'est ça aussi qui a déclenché les foudres de la bien-pensance médiatico-judiciaire. Non, c'est mon opinion. Bon. Alors vous avez une minute de plus que Nolo qui donc reprend la parole. Je voulais préciser ça. 1 minute 5 maintenant. Allez, vas-y. Moi je reste un peu perplexe devant l'usage du mot subliminal, parce que c'est comme les psychanalystes qui disent c'est inconscient, tu peux pas lutter contre le subliminal. C'était pas subliminal, c'était des petits signes, des petites lucioles. Ensuite, je crois que, et je pense que l'avenir me donnera raison, je pense que cette hypothèse crypto-complotiste que tu insinues à chaque fois n'est pas valable. Je pense que simplement il s'est pris les pieds dans le tapis. Je pense que l'enquête du Canard enchaîné venait du Canard enchaîné. Je ne crois pas à un cabinet noir, ça n'a jamais été ni prouvé ni documenté. Non, enfin, tu dis voilà les foudres de la bien. Moi je ne parle pas du cabinet noir, je parle des médias et des juges. D'accord. Oui, mais enfin je pense qu'ils ont fait leur travail. Bon, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que malheureusement pour lui, François Fillon a incarné aussi le mélange poussé à l'extrême des affaires publiques et des affaires privées. Il y avait une telle imbrication entre les deux chez lui qu'il a fini par se prendre les pieds dans le tapis. C'est pour ça que ton hypothèse
pas du complot, t'aimes pas ce mot, mais d'un acharnement médiatique et judiciaire ne me paraît pas. Je suis étonnée que vous ne renvoyiez pas à Nolo, là pour le coup, l'affaire Anne Hidalgo, puisque les juges, là, sont l'emploi fictif. J'allais pas dire Anne Hidalgo spécialement, j'allais dire toute la classe politique. Vous dites, oui. On peut faire 10 émissions sur ça. Mais Anaïs, votre nouveau rôle est de venir au secours d'Éric Zemmour quand il est à court d'arguments. Non, mais il faut redéfinir les rôles dans cette émission. Non, mais déjà, je note chez vous un rapprochement idéologique avec Éric Zemmour, visible semaine après semaine, mais maintenant, vous le montrez. Ce n'est plus subliminal maintenant pour reprendre le vocabulaire de Zemmour. Parfait. Non, mais je le note, très simplement. Allez, messieurs, on enlève les chronomies. Il est très jaloux. C'est les jaloux, ouais. Par ailleurs. C'est l'heure de notre grand témoin. Allez, avant de recevoir Malek Bouti, une voix forte de la gauche qu'on n'a pas entendue depuis plusieurs mois, retour sur l'affrontement Valls-Plenel-Charlie, une guerre des gauches sur la laïcité qui dure depuis bien longtemps. C'est notre rubrique C'était demain par Dimitri Kefelec. Il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l'assumer. Manuel Valls l'avait prophétisé en 2016, mais ces derniers jours, depuis l'affaire Ramadan, la violence entre deux branches de la gauche française est encore montée d'un cran. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale. Monsieur Valls et d'autres trouvent n'importe quel prétexte pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans. Guerre contre les musulmans. Croisade, ce sont exactement les mêmes mots, c'est la même sémantique utilisée par les islamistes. On parle de journalistes qui ont été tués en janvier de 2015. Oui, c'est un appel au meurtre. Des désaccords cruciaux, notamment sur la laïcité, existent depuis très longtemps. Creil 1989, la gauche se déchire sur la question du voile à l'école. Lionel Jospin est alors ministre de l'Éducation nationale. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ses enfants. Mais de nombreux socialistes et intellectuels de gauche récusent les propos du ministre. Quand les socialistes affichent leurs différences, leurs divergences, ils ne passent pas inaperçus. Pour eux, autoriser le port du voile à l'école, c'est faire de la discrimination, ni plus, ni moins. Lionel Jospin, il fera ce qu'il voudra, hein. Moi, c'est ma position de vieil instituteur public. Un appel de 5 intellectuels dans le Nouvel Observateur dénonçant la capitulation devant l'intégrisme. À l'école laïque, il ne peut y avoir ni soutane, ni kippa, ni tchador. Le problème de fond, au-delà du foulard, c'est l'intégration. Lionel Jospin saisit le Conseil d'État qui juge alors le voile à l'école compatible avec la laïcité. Une décision approuvée par une des associations qui militent pour l'intégration des immigrés en France. Maintenant, ce qui est important, c'est de réussir leur intégration pour que ces jeunes filles ne portent plus le voile, y compris en dehors de l'école. Et je crois que ça, on y arrivera, non pas avec des interdictions, mais avec une conviction. Mais 14 ans plus tard, le Parti socialiste se rassemble lorsque Jacques Chirac tranche enfin en proposant une loi interdisant les signes religieux à l'école. Le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix manifestement de dimension excessive, n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. Le PS approuve la loi tandis que plusieurs membres du PC votent contre. Je pense que le mieux est de faire respecter les principes de la laïcité partout, et notamment dans l'école. Qu'avec une loi, on stigmatise et on donne une ampleur nationale à un problème qui est quand même limité à quelques centaines de jeunes. Depuis, la gauche plurielle a explosé et rarement le champ lexical n'a été si âpre, si guerrier. Une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire. Ce sont des gens dangereux, ceux qui prononcent ces phrases, qui les écrivent. Je veux qu'ils reculent, je veux qu'ils rendent gorge, je veux qu'ils soient écartés du débat public. Objectivement, Manuel Valls n'est pas très bien placé aujourd'hui pour défendre et parler de la République. Alors question, la gauche est-elle trop éclatée pour pouvoir se ressouder un jour? Voici Malek Bouti. Bonsoir. Bienvenue, prenez place. Bonjour. Prenez place. Bienvenue sur le plateau de Zemmour et Nono. Alors vous êtes, Malek Bouti, un des symboles de la qualité du modèle républicain quand il fonctionne. J'ai pas tort. Je vous laisse continuer. Vous avez grandi dans un bidonville, vous avez été atteint par la polio à 9 mois en buvant un verre d'eau.
Et vous avez été une des grandes figures du militantisme de gauche, patron de SOS Racisme de 1999 à 2003, député socialiste jusqu'en juin dernier, et proche de Manuel Valls. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? D'abord, je ne suis pas le porte-parole de Manuel Valls. Non, bien sûr. Non, vous en avez été proche. Mais oui. Globalement, oui. Je suis plutôt d'accord sur l'idée de dire qu'il ne s'agit pas d'un problème, les enjeux qui viennent d'être décrits par le reportage, périphériques. En fait, je ne crois pas à la gauche économiste. C'est-à-dire, je ne crois pas que la gauche se définit que par des chiffres, des salaires, etc. Je crois que l'existence même de gauche, moi je suis de gauche autour d'une notion de la dignité humaine. Après le reste, c'est de l'intendance qui suit. Parfois, c'est des solutions, on va dire, libérales, des fois ça peut être des solutions plus sociales. La seule idée qui doit obséder quelqu'un de gauche, c'est comment on aide les êtres humains à s'émanciper de leurs conditions, de leur vie, de l'injustice. Voilà, c'est tout ce qui est, pour moi, important. Donc, ceux qui pensent que la gauche, c'est des chiffres, des fiches de paye, des mesures gouvernementales, et qui considèrent que ces questions sont des questions à côté, se trompent lourdement. Les garçons ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont est posé le problème généralement. C'est-à-dire, je ne nie pas qu'il y ait un fondement idéologique dans cette guerre des deux gauches, mais dans l'affaire qui nous occupe, qui a dégénéré ces dernières semaines, moi, je pense qu'il y a plus un combat d'ego, un combat de coq qu'un combat d'idéologie. Je reprends un peu les faits. Quand il arrive, même aux meilleurs journaux, de se planter sur une une. Charlie s'est planté sur la une de Plenel. Quand vous laissez entendre que Plenel aurait couvert des agressions sexuelles, des viols, c'est faux et je trouve ça inadmissible. Quand Plenel dit que Charlie et d'autres, dont Manuel Valls, mènent une guerre à l'islam, c'est faux. Et là, c'est non seulement inadmissible, mais c'est même irresponsable parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement directes et même mortelles. Par ailleurs, sur le cas de Ramadan, et évacuons un peu Ramadan, moi je suis partisan de débattre avec tout le monde. J'ai fait un débat avec Ramadan sur une chaîne du service public. Zemmour était là. Finkielkraut, on ne peut pas soupçonné de collusion avec l'islamo-gauchisme, a débattu dans son émission aussi du service public avec Ramadan. Donc je ne suis pas pour cette hystérisation. Donc je pense que le débat s'est envenimé parce que personne ne veut perdre la face et chacun ramène son ego. Ensuite, est arrivé dans la bataille Manuel Valls. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes proche de lui, mais je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Pour moi, Manuel Valls, dans cette affaire, comme dans un passé récent, hélas, fait preuve d'une démagogie, je trouve, lamentable. Il souffle sur les braises. Il a toujours utilisé ces thèmes pour se faire une santé politique. Il y a eu un moment, il se disait très proche de la cause palestinienne parce qu'il pensait qu'il pouvait en tirer un avantage politique. Aujourd'hui, il s'affiche plutôt du côté d'Israël parce qu'il pense qu'il peut aussi en tirer un avantage politique. Dans les deux cas, je trouve que cette attitude n'est pas responsable et pas digne d'un ancien Premier ministre. Excusez-moi, je vous arrête un instant. J'ai pas fini. Compris à quelle vitesse on était passé d'un problème en France à l'histoire de Palestine et Israël. Merci. J'ai vraiment pas compris. Mais parce Là, que, on est tout à fait d'accord. Parce que, à chaque fois... Je trouve que c'est bizarre, même. Il n'a pas parlé d'Israël. Hein. Non, mais... Il a parlé de l'islam. Je vous dis simplement, je remets... Je trouve ça bizarre. Non, mais je remets ça... Tu fais comme Mélenchon. Mais non. Tu portes sur Israël et sur l'extrême droite israélienne comme les réseaux sociaux musulmans. Je te dis, exactement la même chose. Je te dis qu'il a varié de position à un moment en s'affichant très ouvertement pro-palestinien. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On s'en fout. Parce qu'il a changé de logiciel politique. Voilà, c'est pas le sujet. Non. Sauf pour certains. Oui, sauf que je mets en doute la sincérité de ses convictions dans cette affaire. On se rappelle le rôle néfaste qu'il a joué dans cette catastrophique histoire de déchéance de nationalité. Et je vous dis ma conviction intime, quand il revient dans ce débat, c'est qu'il pense qu'il peut remonter sur le cheval politique dont il a été éjecté. Donc je ne crois pas à la sincérité de ce débat, ou plutôt je crois que ce débat est complètement pollué et parasité par des manœuvres politiques et même politiciennes. Après, on pourra peut-être parler du fond du dossier qui existe, mais ce fond du dossier est tout à fait exagéré et hystérisé par les comportements des uns et des autres. Je vais vous répondre, c'est la vie et le débat politique. Il n'y a pas de bon et de mauvais débat politique. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière d'avoir des débats politiques. Mais là où, dans votre propos, je maintiens, il y a un problème. Si vous vouliez parler de la versatilité, excusez-moi. Versatilité. Ben voilà. De Manuel Valls, de son changement de position, bien entendu, d'abord, c'est pas hyper original pour des grands dirigeants politiques, excusez-moi, mais admettons. Pourquoi vous n'avez pas choisi un sujet économique, sa position sur l'alliance de la gauche? Parce que le débat n'est pas économique. Non, attendez.
je ne comprends pas comment une question de politique diplomatique internationale est rentrée tout d'un coup là. Il y a quelque chose de bizarre, pas dans votre volonté, mais presque dans votre réflexe. Et c'est ça qui est grave. Je m'excuse, c'est grave. Donc, je voulais juste le signaler. J'accepte. Vous n'avez pas vu ces thèmes dans le débat? Vous n'avez pas vu qu'il polluait ce débat? C'est pas lui. On le pollue. C'est pas lui. Je suis prêt à répondre et à discuter calmement et à comprendre même les opinions. Je ne comprends pas comment vous avez fait le lien avec la question du Moyen-Orient. Pas un lien. Pourquoi vous dites ça? Vous avez fait un lien. Je finis ça. Oui, vous avez fait un lien. Non, je n'ai pas fait un lien. Si. Je vous dis simplement que dans ce débat, les uns et les autres adoptent des positions de stratégie. Je suis pas en cours, je suis pas en CP, donc je comprends un peu, un minimum une phrase de français. Non, tu as dit. Je vais vous dire ce que vous avez dit. Vous avez voulu illustrer la manière dont Manuel Valls change de position sur des sujets politiques. Vous aviez absolument raison. Il y a un éventail de sujets politiques que vous auriez pu évoquer. Mais comme par hasard, vous êtes tombé sur ce point. Et vous me parlez d'économie, c'est pas un débat économique. C'est tout ce que je remarque. Non, mais c'est pas un débat économique, monsieur. C'est tout ce que je remarque. Moi, je vais vous dire pourquoi il est parti là-dessus. Moi, je vais vous dire, tout simplement parce que tout le monde parle là-dessus. Parce que Mélenchon est parti là-dessus en l'appelant l'extrême droite israélienne. Parce que les réseaux sociaux musulmans partent là-dessus depuis la présidentielle et même depuis la primaire, puisqu'on disait quand il était opposé à Hamon que c'était l'homme des Juifs contre Hamon. C'est ça, mon cher Nolo, que tu relayes. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Je m'en fous, moi, des réseaux musulmans. Mais moi aussi, je m'en fous. Oui. Mais pas toi. Mais on ne fait pas un débat sur Nolo, on fait un débat sur la guerre. Non, parce que c'est important. Parce que nous sommes en désaccord, parce que je vais être en désaccord avec Malek Bouti maintenant. Mais je voulais montrer que là, je suis d'accord avec Malek Bouti et en désaccord avec nous. Quand il dit le débat est hystérisé, il n'est pas du tout hystérisé. Il n'est pas du tout hystérisé. D'abord, excuse-moi, c'est une banalité que de dire qu'il y a des égos et qu'il y a des arrière-pensées politiciennes. Ça fait 30 ans que je suis la politique, même plus. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Même sous les géants. Je veux dire, même sous De Gaulle, même sous Jaurès, il y a toujours eu des égos et il y a toujours eu des arrière-pensées politiciennes. Bon. Maintenant, non, il y a un problème de fond. Il y a un problème historico-idéologique. C'est-à-dire que la gauche s'est toujours affrontée sur ce thème-là. La guerre et la paix, la nation et l'universel. C'est ça qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'Allemagne. C'était, est-ce qu'il faut faire la guerre avec l'Allemagne ou est-ce qu'il faut faire la paix avec l'Allemagne? Est-ce qu'on est dans l'universel ou est-ce qu'on n'est pas dans l'universel? Maintenant, on est dans l'islam. On a eu un combat entre Péguy et Jaurès, on a eu un combat autour de Munich, on a eu un combat autour des collabos. Je te renvoie au livre de M. Simon Epstein qui montre bien que la plupart des gens de gauche, Dreyfusards, ont fini collabos, quand la plupart des gens anti-Dreyfusards, la plupart, j'ai pas dit tous, ont fini avec De Gaulle résistant. Je vous l'envoie le livre quand vous voulez. Il y a des listes, il y a des noms, et c'est passionnant. Non, mais je vous le dis, parce que ça énerve beaucoup les gens de gauche, mais c'est une réalité. C'est sidérant. Donc là, c'est le cœur du sujet, Nolo. Ah bon. C'est le cœur du sujet, l'islam et notre nouvelle Allemagne. Voilà, la vérité, c'est ça. Et qu'on va avoir deux gauches. La gauche qui va choisir la paix à tout prix avec l'islam, quitte à renier la France, et la gauche qui va dire non, je ne renie pas la France, je préfère la guerre à la paix. Maintenant, M. Malek Bouti, je viens à vous. Parce que on se connaît depuis... Non, mais parce qu'on se connaît depuis 20 ans, on peut dire. Et j'ai le souvenir de débats enflammés avec nous, entre nous. Et vous n'étiez pas le dernier à me traiter de fasciste, je vous mets au défi de trouver la moindre déclaration où j'ai dit ça. Quand je vous disais... La moindre déclaration. Attendez. Ça n'est jamais arrivé. Attendez, laissez-moi finir. Quand je vous disais exactement tout ce qui arrive aujourd'hui. Et vous étiez alors le patron d'SOS Racisme, ou vous l'aviez été, ou vous alliez le devenir. Et qu'est-ce que vous disiez? Vous disiez, 1, l'islam est soluble dans la République et dans la France. 2, il faut simplement, ce sont des victimes, donc il faut les protéger. 3, il faut alléger les contraintes. Je vous rappelle qu'avant, il y avait l'assimilation et que, entre autres, vous avez inventé l'intégration pour alléger ces contraintes. Qu'est-ce que disent aujourd'hui vos adversaires? Que dit Plenel? Il dit exactement ce que vous disiez il y a 20 ans. Simplement, lui, il continue à être aveugle volontairement. Vous avez ouvert les yeux. Mais ça ne vous excuse pas d'avoir été aveugle pendant 20 ans. D'accord. Alors ça s'appelle un procès. Non, pas du tout. Ça s'appelle la mémoire. Chacun son tour. Ça s'appelle la mémoire, Malek Bouti. Excusez-moi. Non, mais si vous voulez, je fais pas un procès. On peut faire l'émission, vous parlez, et puis moi je dis rien. Excusez-moi. Allez-y. Possible. Allez-y. Maintenant, je vais vous répondre. C'est un procès. Et je vais vous dire pourquoi c'est un procès. Parce que ceux qui font des procès idéologiques tels que vous les faites
La particularité, c'est tout. Le diable se niche dans les détails. Vous mélangez, vous dites, vous avez été, vous le serez, vous avez été président des SOS, vous m'avez traité de fasciste, de raciste. Jamais, écoutez bien, de ma vie, je ne vous ai traité de raciste ou de fasciste publiquement. Jamais. Vous ne trouverez pas la moindre déclaration là-dessus. Pas la moindre. Et pourtant, oui, j'ai des désaccords avec vous. Quels sont ces désaccords? Ils sont clairs et je les maintiens au jour d'aujourd'hui. Oui, les gens musulmans qui vivent en France, ils sont des millions à vouloir vivre paisiblement avec les normes et les valeurs françaises et à vouloir vivre en paix dans ce pays. Mais j'écoute, je dis rien, je dis pas un mot. En paix dans ce pays. Oui, il y a une problématique qui est arrivée au cœur même et de leur religion et de la manière dont elle est dirigée et avec l'islam politique et de la guerre qu'ils ont déclarée à la démocratie et qu'il faut combattre. Mais les deux réalités se superposent. Et je sais bien que vous avez une tendance à... Ce qui est normal, c'est votre métier. Moi, je vous connais. Vous êtes subtil intellectuellement, mais pour exister, vous avez toujours besoin de caricaturer même votre propre position. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, à votre place, de vous en prendre à des petits artistes, à des gens du cinéma, de passer tous les matins à trouver une nouvelle provoque. En fait, le problématique, elle est la suivante. Moi, j'ai évolué, et c'est normal, et je continuerai à évoluer en fonction de la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est pas l'idéologie. Mais vous continuez à avoir le même discours, quelles que soient les réalités. Parce que j'ai raison. Excusez-moi. Oui, je sais, je connais les gens. Mais je vais vous dire une chose, c'est les gens qui ont raison, qui créent les guerres, qui créent les massacres, mais eux, ils survivent à tout. Moi, j'ai pas raison, vous voyez? Moi, j'assume de pas dire j'ai raison. Je dis j'ai un point de vue, mais je dis pas j'ai raison ou j'ai tort. Parce que la notion de vérité, hein, la notion de j'ai raison, c'est une notion totalitaire dans le débat intellectuel. Mais bien sûr, parce que le monde évolue. Et pour vous dire une chose, et pour rentrer maintenant sur le fond intellectuel du débat, quand vous dites l'islam et la Nouvelle-Allemagne, vous vous trompez. Vous vous trompez, pourquoi? Parce que vous êtes ethnocentré sur vous-même et votre propre point de vue. La réalité, elle est quoi? D'abord, c'est une problématique qui dépasse la France. C'est une problématique qui est dans le monde entier. L'Allemagne dépasse la France aussi. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à travers cette question, comme à chaque grande période politique, une question va cristalliser quelque chose de beaucoup plus important. De beaucoup plus important. Et à travers cette question du radicalisme musulman, de l'islam politique et du défi qu'elle renvoie aux démocraties, à nos sociétés, hein, et de la guerre qu'elle a engagée, en fait se pose la question de la cohabitation de tous les êtres humains partout dans le monde. C'est-à-dire que la mondialisation, on en a beaucoup parlé sur l'économie, on en a beaucoup parlé sur plein de sujets, mais on a oublié le seul vrai sujet important de la mondialisation. Comment des gens qui ont des cultures, des origines différentes, partout dans le monde, vont vivre ensemble. Et cette question, quelque part, par son angulosité, par sa violence, cristallise tous les autres. Mais ce n'est pas l'Allemagne et la France. Ça dépasse ça. Ce n'est pas Zemmour et l'islam, en fait. C'est quelque chose qui est plus complexe et qui est plus politique. Voilà. Et c'est en ça, parce que ça me permet de répondre à l'autre aspect de la partie, c'est en ça que, oui, il faut évoluer et changer d'avis sur un certain nombre de questions. Vous m'avez vu, je me suis vu jeune avec ma petite voix de genou. Et à l'époque, moi, comment je voyais les choses? Je les voyais comment? De quelqu'un qui a grandi dans une famille, on va dire, croyante, comme il en existe dans d'autres, qui, quand il voyait un voile, c'était des personnes un peu pieuses, ou les personnes âgées, et qui se disaient, les choses vont rentrer... Mais il n'y avait pas encore cette montée du radicalisme islamiste, etc. Mais quand l'enjeu est devenu ça, j'ai changé d'avis très clairement. Quand il s'agissait non plus de liberté d'individu, mais une mise en défi des libertés dans la société française et des libertés des femmes, j'ai changé d'avis. Il faut changer d'avis. Parce que la réalité de la laïcité en France, pour toutes les religions, parce qu'il faut raconter la vraie histoire de la laïcité en France, la laïcité, ce n'est pas une norme raisonnable où tout le monde s'est mis autour d'une table. La France, au moment de la Révolution française, a décapité 20 000 hommes d'église, a détruit des églises, des couvents, s'est affronté. Disons les choses. Tout à fait raison là-dessus. Je vais même aller plus loin. Et elle a recommencé en 1900. Aller plus loin. C'est le seul pays au monde, hein, qui a rompu avec Dieu au moment de la Révolution française, puisqu'il en a même changé tout le calendrier, tout. Et on connaît le débat sur la décapitation du roi. Le seul pays au monde. Ça explique pourquoi les islamistes focalisent beaucoup sur la France. C'est pour des raisons politiques et pas pour des raisons démographiques ou économiques ou même d'enjeux guerriers. Et donc, je pense que il y a aujourd'hui un enjeu. L'enjeu, c'est pas la question de l'islam. L'enjeu, c'est la question de la France. La question de son destin. Est-ce qu'on reste un pays particulier qui avons une voix originale et un exemple à montrer au monde ou pas? Si l'exemple, c'est tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, chacun son petit bout de quartier, chacun ses petites habitudes,
il y a des pays plus balèzes que nous, où il y a un pays républicain qui propose un modèle d'émancipation qui ne nie pas les libertés individuelles, mais qui met le collectif au-dessus des individus. Vous parlez de changer d'opinion. Moi, si c'est sur la base de conviction, ça ne me dérange pas. Si c'est sur la base du cynisme et de l'opportunisme, vous avez voulu entendre quelque chose d'autre dans ce que j'ai dit sur Manuel Valls, c'est votre manière de le défendre, je vous en laisse la responsabilité. Moi, on peut changer d'opinion comme vous l'avez fait, à condition que ça vienne vraiment d'une réflexion et pas du doigt mouillé en essayant de mesurer d'où vient le vent. On parle pas de la poésie, Ensuite, à mon avis, le débat autour de la laïcité, il oppose deux camps. Et c'est une fracture qui traverse en partie la gauche. Il y a ceux qui pensent qu'il faut redéfinir la laïcité, et il y a ceux qui pensent qu'il faut la réaffirmer. Je parle de la laïcité à la française. Moi, je fais partie du second camp. J'observe que les gens qui veulent un peu redéfinir la laïcité, c'est pas seulement les islamo-gauchistes d'aujourd'hui, c'est des gens de votre camp, c'est des gens qui appartenaient au PS dans le temps, qui étaient prêts à des accommodements déraisonnables, parce qu'il y a des accommodements raisonnables. On peut ouvrir le débat sur les cantines, mais voilà, il y a eu des accommodements déraisonnables. Et le ver dans le fruit, il vient de votre camp. C'est ce débat qui maintenant est hystérisé, mais il vient de chez vous. Et pas de plein aile aujourd'hui, il vient de beaucoup plus loin. Bon, peut-être, je ne suis pas le dernier à balayer dans mon propre camp, comme vous dites, même si le mot camp commence à être dérangeant au bout d'un moment. Enfin bon, vous avez des pudeurs de rosière, ça va. Il n'y a pas que vous qui vous amusez avec la sémantique. Oui, mais enfin bon. Donc, dans votre propre sensibilité. Mais moi, quand j'ai grand... Moi, quand j'étais enfant, que j'allumais la télévision et que je voyais la droite française parler de moi, pour voir ce que j'étais, un moins que rien. Un mec pour 10 000 balles et casse-toi. Un mec qui était un poids pour la France, un mec qui allait gratter à la sécurité sociale. Peut-être que quand j'entends certains programmes de l'époque, quand j'étais malade, certains voulaient me dire « on le jette, il est malade, il sert à rien ». C'est pas moi qui ai fait cette tri. Et je me souviens, il n'y a pas si longtemps, sans remonter à autant d'années, quand il y avait un débat sur l'immigration et qu'on disait l'immigration choisie, et qu'on proposait de sélectionner les immigrés en fonction de leur diplôme. Moi, j'ai écrit un rapport à ce moment-là, en disant « c'est pas les gens qui ont les hauts diplômes qu'il faut accueillir, c'est les gens qui partagent nos valeurs ». Moi, j'ai écrit un rapport en disant « l'immigration, on doit accueillir un immigré même si c'est pas lire et écrire, comme mes parents, même s'ils n'ont jamais été à l'école, mais qui disent une chose, on est content d'arriver dans ce pays, on en respectera les valeurs, même si on a les nôtres, et l'égalité homme-femme. Ce rapport, il a été enterré, Malek Bouti. Mais ce qui a été écrit reste. Oui, c'est ma position. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre parti? Ce qui s'est passé, c'est que si vous voulez, en réalité, ce n'est pas un débat interne à la gauche. Nous sommes dans une période qui va prendre du temps, mais nous sommes dans une période où des gens qui étaient de droite avant vont se retrouver à gauche et vice-versa. C'est une redistribution générale. C'est une redistribution générale des cartes. Et la période politique que nous vivons en ce moment, c'est une sorte de parenthèse. C'est un moment où les Français ont choisi, pour l'élection présidentielle, non pas de trancher cette question, mais de remettre le pays debout économiquement. Et sincèrement, je suis plutôt de ce point de vue, pour aborder un moment d'une manière plus sereine et plus forte, ce débat. Et on va revoir une nouvelle gauche apparaître et on verra une nouvelle droite. Qui pour l'incarner? J'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Monsieur Bouti, Monsieur Bouti. D'abord, je m'amuse parce que vous me dites que je ramène tout à moi, et la première chose que vous faites, c'est de ramener à vous et à vos parents. Mais c'est bien humain et je ne vous en tiens pas rigueur. Ensuite, qu'est-ce que vous nous dites en fait? Vous nous dites deux choses. Vous nous dites deux choses. Retort, c'est pas la même chose. Vous nous dites deux choses. Vous dites, en gros, c'était pas comme ça avant et donc j'ai évolué. Mais excusez-moi, mais on n'est pas obligé de voir au jour le jour. On peut voir sur 20 ans, on peut voir sur 30 ans. On peut voir qu'une évolution démographique est catastrophique. On peut voir qu'il y a des centaines de millions de gens en Afrique qui veulent venir ici et qui viennent petit à petit parce que justement, on n'a pas écouté la droite de l'époque et que la droite elle-même n'a pas osé imposer son programme, c'est-à-dire effectivement, comme avait fait la Troisième République, renvoyer à peu près les 2/3 des immigrés. C'est ce qu'on a fait pour les Italiens, par exemple, entre 1870 et 1940, et le résultat a été magnifique. Il faut simplement comprendre... Heureusement que vous êtes arrêté à cette date. Continuez. Non, mais... On peut avoir cette discussion. Mais la théorie du nettoyage... Sans problème, on peut avoir la discussion sur Vichy, mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le problème. Non, vraiment. Alors, deuxièmement, c'est simple. C'est avant tout, avant même la question de l'islam, le problème est le nombre. Vous savez, Engels disait, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. C'est tout. L'islam n'est venu qu'après, n'est venu que comme conséquence du nombre.
C'est parce qu'à partir d'un certain moment, quand il y a trop de gens d'une même culture, d'une même civilisation, ben, ils imposent leur mode de vie. Et ils chassent les autres, et le territoire ne vit plus. Je connais vos théories naturalistes, je les connais mais très c'est bien. pas naturaliste, c'est réaliste. Non, c'est naturaliste. Je vais vous répondre sur ce point. Je vais vous dire pourquoi... Dernière chose. Allez-y. Quand vous nous dites c'est l'islam politique, etc. D'abord, c'est pas un vieux militant comme vous que je vais apprendre que c'est les minorités qui font l'histoire. Et que c'est toujours des minorités qui font avancer et qui entraînent les autres. Et deuxièmement, vous savez, j'ai retrouvé un très beau mot du poète kabyle Ferret Mehmi qui disait l'islam, c'est l'islamisme au repos, l'islamisme, c'est l'islam en action. D'accord. Donc je vais vous répondre pourquoi je ne suis pas d'accord avec deux points de vue principaux que vous avez émis. D'abord, voir à l'avance des tendances irrémédiables. C'est ça que j'appelle l'idéologisme. Parce que c'est ce discours qui a créé les totalitarismes du XXe siècle. Du côté communiste, le capitalisme au bord du gouffre, les contradictions, et quand vous avez des visions, comme vous par exemple, comme ça, sur 30 ans, sur 50 ans, voire millénaristes, et que les faits vous donnent le contraire, vous savez ce que vous avez tendance à faire? Soit à changer les faits, et si vous aviez le pouvoir, à les tordre un peu. En l'occurrence, vous me donnez raison, excusez-moi. Vous reconnaissez-le au moins. Moi, je reconnais une chose chez vous. Vous n'êtes pas dans la politique, vous n'êtes pas décisionnaire, vous êtes un intellectuel polémiste, vous pouvez exagérer, vous pouvez même, et vous avez le droit de dire des conneries, des bêtises, ça n'a pas de conséquences. En l'occurrence, ça n'a pas de conséquences. Mais un responsable politique, il peut pas, s'il fonctionne comme vous, gouverner, c'est prévoir. Il devient... Non. Ça, c'est des formules de carambar. Gouverner, c'est prévoir. Ok, non. Carambar. Non, je vais vous dire, gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est s'adapter. Gouverner, c'est toujours avoir les yeux sur ceux sur qui vous gouvernez. Et même si une décision vous paraît contraire à votre idée de la veille, si elle est bonne pour eux, elle est bonne pour eux. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous faites l'éloge du totalitarisme. Vous faites l'éloge du totalitarisme. Non. Y compris du totalitarisme communiste. Mais bien sûr que c'est ça. Le totalitarisme, c'est décider que vous avez une vision, que vous avez raison et que vous irez jusqu'au bout. C'est votre point de vue, mais un responsable politique ne peut pas. La deuxième fois, la loi du nombre. Alors là, la loi du nombre... Alors voilà une loi naturaliste que vous venez d'inventer. J'assume. Même essentialiste, si vous voulez. Mais je sais, mais je vais vous faire une démonstration très rapide. Allez-y. Très rapide. Il y a combien de musulmans aux États-Unis d'Amérique? En nombre par rapport à la France? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de meurtriers, il n'y a pas de gens qui ont envie de tuer. Mais alors? Voilà votre loi du nombre. Elle veut rien dire. La loi du nombre, c'est pas les attentats. Elle veut rien dire. C'est les territoires qui sont transformés en terres d'islam. D'accord, et qui ne sont plus des terres françaises. D'accord, mais si vous sortiez il n'y a pas ça aux États-Unis. Si vous sortiez des 4 arrondissements où vous vivez, vous verrez qu'il y a plein de musulmans qui vivent comme des Français moyens aujourd'hui en France. Sauf que vous n'y allez jamais. C'est la vérité. Et je vous mets au défi. Je vous mets au défi dans cette émission de vous amener dans des régions de France, dans des banlieues, dans des entreprises où je vais vous dire, vous saviez que cette personne était musulmane, mais comme vous n'allez pas la voir avec son couteau, son sabre, etc., vous allez dire, ah bon, c'est surprenant. Je rigole, là, je polémique un petit peu. Je dis simplement, vous avez une mauvaise connaissance. Non. Je ne dis pas pour autant, vous voulez pas le reconnaître. Je ne dis pas pour autant qu'il n'y a pas des zones où il y a des problèmes, mais c'est autre chose. Pudeur de Rosière encore. Des zones où il y a des problèmes. Mais oui, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'en France, il y a des fractures territoriales qui détruisent la République. On en parlera tout à l'heure. Dans les banlieues et dans la République. Oui, mais je vais vous dire une chose. Si vous n'étiez pas monomaniaque, pour des raisons professionnelles que je comprends, par exemple, de temps en temps, il faudrait parler de gens dont on ne parle jamais. Par exemple, dans les zones où il y a des problèmes en France, vous pensez zone, banlieue, islamisme. Mais moi, je vais vous dire où est-ce qu'on souffre en France quand on a 20 ans? Dans les villages. Ah oui. On en parle tout dans à les l'heure. villages, quand on a 20 ans, et alors, on en parle dans les fractures. On en parle tout le temps, mais c'est pas votre spécialité, monsieur. On va en parler déjà dans son livre, le choix, c'est la frontière. Oui, absolument. Dans la situation que vous avez décrite, comment on s'y prend pour, ce qui me semble indispensable, réaffirmer la laïcité à la française sans reculer sur ce principe, vous l'avez rappelé, fondateur. Vous avez évoqué, je crois, à un moment dans votre propos, un petit exemple à propos des cantines, etc. Moi, je cite souvent cet exemple-là. Il faut le dire aux musulmans de France, que leurs enfants vont dans les écoles publiques et quand il y a du porc à la cantine, il y a un repas alternatif. Aucune loi n'oblige les écoles à faire ça. Bravo. Aucune. Non. Aucun C'est ça qu'on appelle un accommodement. C'est pas un accommodement. C'est qu'en vérité, il n'y a pas deux entités qui sont équivalentes. La République et les autres modèles. Paradoxalement, la République n'est pas totalitaire. La République, ce n'est pas le modèle soviétique qui fermait les églises de force ou d'autres modèles. La République, c'est un modèle qui dit quoi? Qui protège l'espace public et la conviction des gens des influences de la religion, mais qui, quand elle considère qu'il n'y a pas trop
de tentative d'influence peut laisser de la marge. Et c'est pour ça, par exemple, que dans les cantines, sans aucun texte, on trouve que ça permet que tout le monde mange à la cantine et ça n'a pas de conséquences. Maintenant, quand les islamistes font une campagne en disant « Ah non, nous, ce qu'on voudrait, c'est le halal », alors là, la République, elle dit « Non ». Là, c'est pas tolérable. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça devient autre chose. Absolument. Donc, pour répondre à votre question, défendre la République et le modèle laïque aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'abord des lignes rouges, infranchissables, innégociables. Voilà. L'indépendance, la liberté des femmes, innégociable. Il n'y a pas, oui, mais quand même, chez nous, les femmes, non. Une femme qui vit en France, elle doit pouvoir vivre sans voile, sans être mariée de force, sans subir les foudres d'un homme, et ce, quelle que soit, si elle est musulmane ou pas. Et donc, il n'y a pas de règles. Les règles sont impératives. Et deuxièmement, et ça c'est extrêmement important, il y a besoin d'une dynamique collective où on fait bien comprendre, comme on l'a fait chez les catholiques et toutes les autres religions, la chose suivante. La République ne met pas en cause votre conviction personnelle. Au contraire, elle la protège. Il n'y a pas plus libre qu'un musulman qui vit en France. Vous m'entendez ? Parce qu'il n'est pas une minorité ici. Il est l'équivalent de tous les autres citoyens. Il n'est pas une minorité. Aux États-Unis, il est une minorité. En Angleterre, il est une minorité. En Allemagne, il est une minorité. Ici, il est l'équivalent des autres Français. Mais il n'y a pas plus libre et c'est à eux de s'engager pour défendre la République parce que c'est eux qui sont en danger. Il faut toujours se rappeler de la chose suivante. Si vous faites la liste des victimes de l'islamisme, et Dieu sait qu'elle est grande. Vous n'allez pas nous sortir encore, les victimes, c'est les musulmans. Mais pourquoi je ne dis pas les victimes sont les musulmans. Je dis que beaucoup de victimes sont musulmanes. Et pourquoi je vous le dis ? Parce qu'on ne comprend pas les réactions de la communauté musulmane française si on ne connaît pas la terreur qu'ils ont développée dans ces milieux-là. Voilà pourquoi ça, je suis d'accord. La deuxième partie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les deux se tiennent. Non, parce que c'est pas vrai. Le reste, c'est pas vrai. À l'école juive de Toulouse, c'est pas des musulmans. Les charlistes, c'est pas des musulmans. Arrêtez avec ça. Allez au Bataclan, il n'y a pas c'est pas des musulmans. C'est d'Alba Ventura. Arrêtez avec ça. Alba. Allez, bonsoir Alba. Joie de vous voir. Vous nous faites le coup de la pub. Alors à venir, le député Jean-Louis Bourlange, le journaliste Gérald Andrieux parti à la rencontre de la France périphérique et le jupéiste Maël de Calan-David contre Goliath Vauquier. Mais ne bougez pas, pour l'instant c'est la pub. Bonjour à tous, la réforme du Code du travail. Allez, je retourne sur le plateau de Zemmour et Lolo avec Malek Bouti. Alba, je crois que c'est à vous. Alors attendez, juste je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez intervenir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Alba, maintenant, c'est à vous. Oui, et moi je veux commencer par un coup de chapeau à notre Premier ministre, Édouard Philippe, qui a décidé de bannir l'écriture inclusive des textes officiels. Et je dis, en voilà une bonne nouvelle. À Matignon, alors on raconte que son sang n'a fait qu'un tour lorsque son directeur de cabinet, en fait, lui a fait remonter plusieurs exemples. Alors ici, un blog, et puis un autre. Et puis là, un appel à soutenir, vous savez, le point médian, cher.s.es, ami.s.ies, enfin, on ne sait plus de quoi il s'agit. Il y a même eu des annonces d'emploi dans l'administration. Et donc voilà, il était furax, le Premier ministre. Il avait d'abord fait monter au créneau son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et puis, il y a 15 jours, il a dit, maintenant, c'est stop. Je vais siffler la fin de la récré, assez de triturer la langue française à des fins idéologiques. Et donc une circulaire a été publiée hier, je voulais le signaler. Et puis je voulais vous dire cette phrase de l'académicien Jean-François Revel qui avait commenté il y a déjà très longtemps les histoires de sexe des mots. Il disait « Un ambassadeur est un ambassadeur même quand c'est une femme, il est aussi une excellence même quand c'est un homme ». Vous aimez les belles phrases, alors je voulais vous la citer. Ah, et donc vous dites bravo, bravo, Édouard. Bravo, Édouard. Aussi ou pas? Bravo, Édouard. Ah oui. Bravo, Édouard. Bravo, Édouard. Oui. Ouais, c'est pas hyper courageux, faut quand même pas exagérer. Mais personne ne l'a fait avant. Non, mais désolé. claquer un peu tout ça. Quoi. Ouais, oh là là, quel combat. Non, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais bien sûr. Non, mais quand on peut stopper le délire de temps en temps, c'est bien. Complexifier la langue française, alors qu'elle est déjà complexe. Alors honnêtement, je vais vous dire une chose. Ça, c'est un des bons côtés du pays. Je ne connais pas beaucoup de pays au monde qui débattent son orthographe. Ah oui. Non, mais c'est ce qu'on disait avec Alain Finkielkraut. Moi, j'aime la c'est vrai. Il n'y a pas de pays qui fait attention à ces mots. Eh ben oui, voilà. Allez, on passe à votre bonus. C'est normal, c'est un pays qui repose sur la littérature. Si Zemmour veut bien, évidemment. Si Zemmour veut bien écouter mon bonus que l'on doit cette semaine à Laurent Wauquiez, qui a oublié d'être bête.
Il est même plutôt malin. C'est l'un des plus diplômés de la République. Oui, je sais. Il est normalien, agrégé. Mais figurez-vous qu'à l'occasion... Sciences Po. Major de Sciences Po, major de Normand. Major de tout. Donc, figurez-vous qu'à l'occasion du congrès des maires qui se tient en ce moment à Paris, il a invité tous les maires de sa région, tous les conseillers municipaux de sa région, tous les conseillers d'agglo de sa région à participer à un cocktail au Novotel Tour Eiffel. Alors, c'était hier soir. Pour info, il y a quand même 4000 communes en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je ne sais pas si vous faites le compte. Mais ça fait 4000 gars, 4000 maires, je ne sais pas combien de conseillers municipaux, de conseillers d'agglo. Et dans le lot, je me dis, il doit bien y avoir pas mal d'élus, les Républicains, finalement. Quelle bonne façon de se payer un meeting méga régional, puisque c'est la région qui régale quand même, avant le congrès des Républicains, qui aura lieu dans 3 semaines, et qui doit, sans surprise, élire Laurent Wauquiez à sa tête. Alors, on va maintenant parler, Alba, on va revenir sur l'affaire du tweet de Gérard Filoche. Et s'il y en a un qui est passé totalement à côté, c'est Benoît Hamon. Voilà, Benoît Hamon, à côté de la plaque. Dans ce monde ultra connecté, c'est vrai que ça peut surprendre de la part d'un homme politique. Il n'a rien vu de cette histoire du tweet de Filoche, rien entendu. C'est ce qu'il a dit à Patrick Cohen. C'était lundi matin sur Europe 1. Si vous avez raté la vidéo, c'est pour vous. Et c'est Gérard Filoche, membre du bureau national du PS, auteur ce week-end d'un tweet antisémite. Il a encore sa place dans la vie politique, dans le débat public, Gérard Filoche. Ah, pardon, j'ai pas vu. Vous n'avez pas suivi cette histoire? J'ai travaillé tout ce week-end. Oui, vraiment pas suivi. Non, vous n'avez pas ouvert les journaux, rien. Bon, ok. Non, mais dites-moi. Gérard Filoche a posté un photomontage où l'on voyait Emmanuel Macron avec un brassard nazi où le symbole, la swastika, a été remplacé par le dollar, et derrière Jacques Attali, Rothschild, Patrick Drahi, le drapeau israélien, le drapeau américain. Si c'est le cas, d'abord, je trouve ça accablant, épouvantable. Oui, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, si c'est effectivement ça, je trouve ça absolument épouvantable. Ben voilà, il était dans sa grotte, Benoît Hamon. Il a été exclu, Gérard Filoche, depuis. Oui. En tout cas, il était plongé dans le travail, c'est ce qu'il nous dit. Il ne lit pas, en plus, le journal du dimanche, qui faisait largement écho de cette affaire. Enfin, sauf que la dite affaire, elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. On a quand même connu Benoît Hamon un tantinet plus accro à Twitter. Il fut une époque où il y allait avec les 140 signes sur son portable, au moins un tweet par jour, jusqu'à nous raconter même parfois la vie de sa fille aînée et de sa plus petite fille. Mais on a aussi connu Benoît Hamon très largué. C'était pendant la campagne présidentielle sur la réforme de la prescription en matière pénale. Pourtant, c'était un sujet pour lui. On était en pleine affaire Fillon, mais Benoît Hamon avait visiblement quelques problèmes de mémoire. C'était déjà avec Patrick Cohen, mais cette fois sur France Inter. Alors d'abord une série de questions, réactions sur la prescription des délits financiers votée par l'Assemblée nationale. Vous savez, cette loi qui doit être promulguée dans les prochains jours, qui apparemment a précipité la décision du parquet national financier d'ouvrir une information judiciaire contre François Fillon, en tout cas contre les... Est-ce que vous avez voté cette loi à l'Assemblée nationale, Benoît Hamon? Elle a été votée quand? Elle a été votée il y a fin janvier, début février, il y a quelques semaines. J'étais pas à l'Assemblée nationale très souvent. J'ai pas voté beaucoup de textes en janvier, en février. Peut-être mon vote a-t-il été utilisé automatiquement, ce qui arrive dans les groupes politiques, mais donc vous ne savez pas. Il n'est pas du matin, je crois, Benoît Hamon, en fait. Ou alors il n'est pas Patrick Cohen. Non, mais c'est presque plus inquiétant la deuxième, parce que ça concerne quand même l'Assemblée nationale. Il devrait savoir s'il a voté, s'il n'a pas voté. Normalement, oui. Puis cette loi, elle disait qu'au-delà de 12 ans, la réforme rendait possible. C'était un délai de prescription qui rendait donc impossible les poursuites judiciaires au-delà de 12 ans. Et vraiment, c'était un sujet dont il aurait pu s'emparer. Oui, s'emparer. Bien, alors c'est maintenant l'heure du climax de l'émission, messieurs, vous le savez maintenant. Ça s'appelle Alba n'a pas tort, et c'est la question d'Alba à l'invité. Ben oui, Malek Bouti, n'ayez pas peur. Non, on a vu Benoît Hamon qui a complètement zappé ce tweet odieux de Gérard Filoche. Moi, je voulais vous demander tout simplement, Malek Bouti, si au fond, même si Benoît Hamon ne l'a pas fait exprès, est-ce qu'il n'est pas sain qu'un homme politique parfois se mette en réserve des polémiques? Ou est-ce qu'un homme politique doit forcément répondre à toutes ces questions? Et Dieu sait quelles sont légion les polémiques. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une règle à double vitesse. C'est comme chez les artistes, la vie privée. Vous avez des artistes, ils vont s'afficher avec leur dernière copine, leurs vacances avec les enfants sur le dos, et puis un jour, pour X ou Y raison, ça leur plaît plus. Et là, ils s'en prennent aux photographes, etc. Or, j'ai remarqué, je connais pas du tout la vie des artistes, j'ai rien à voir avec la presse people, mais j'ai remarqué que
des artistes que je suis, que j'aime bien, je les vois jamais là-dedans. Ils sont jamais affichés, ni d'un côté ni de l'autre. C'est un bon prétexte de se mettre en retrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous utilisez les polémiques, quand elles vous servent en disant « Ah, vous avez vu le tweet de machin » et que le lendemain, c'est pas votre tour et que vous dites « Ah non, ça j'ai pas vu, etc. » Bon, bah, c'est la tactique du faux cul, c'est normal. Mais je pense que moi, personnellement, je ne suis pas sur Twitter et je ne suis pas sur Facebook. C'est vrai. Je refuse d'exprimer ma pensée en 140 signes ou de faire que commenter. C'est un choix. Je vais être moins repris. On va me dire, mais Malek, t'es en train de perdre de l'espace. Mais c'est un choix d'essayer d'être franc. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis entièrement. Et voilà, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sans mauvais jeu de mots. Ça vous a joué des tours, d'ailleurs, cette attitude-là. Vous auriez pu être un ministre, par exemple, sous le quinquennat précédent. Ça n'a rien à voir avec Twitter ou Facebook. Non. Il m'est arrivé, ça vous a joué des tours, des présidents de la République m'ont déjà demandé d'être ministre. Oui. Mais même Sarkozy. Oui, mais je trouve que c'est très honorable. Franchement, j'ai été honoré qu'un président de la République me le propose, mais j'ai mes valeurs. J'étais pas d'accord sur ministre tout. De quoi il proposait quoi? De participer à ce que je sais faire sur les banlieues. Or, je venais de perdre les élections. Je lui ai dit que j'avais fait campagne contre lui et que des gens qui avaient fait campagne avec lui, qui l'avaient aidé à gagner, qui partageaient ses idées, méritaient plus la place que moi. Et il y a un moment ou un autre, ça va vous paraître un peu bizarre, mais tout le monde ne fait pas de la politique pour avoir un poste. J'ai été élu une fois député, c'était une expérience intéressante, mais en même temps limitée. En fait, il faut vraiment dire aux Français quelque chose. On peut faire de la politique sans entrer dans la machine électorale. Après, c'est autre chose. Après, voilà, moi, je jette pas la pierre parce que je travaille avec des gens qui veulent être candidats un jour ou l'autre, ou j'ai aidé des gens qui voulaient être candidats. Et paradoxalement, je vais vous dire une chose qui va à l'inverse des idées pensées. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont vraiment cette volonté d'aller jusqu'au bout des candidatures. J'en connais plein qui disent « Moi, un jour, je serai candidat à l'élection présidentielle. » À la première petite truc, pouf, ils se planquent. D'un certain point de vue, on manque de gens qui ont vraiment les crocs dans le monde politique actuel. On a trop de second couteau. Le dernier qui a eu les crocs, il a tapé tout le monde. Hein. Enfin, c'est comme dans le sport. Il y a un moment ou un autre dans le sport, les niveaux sont équivalents techniquement, mais il y a vraiment une règle imparable. Celui qui en veut plus, prend le plus. Voilà. Ok, merci beaucoup Alba. Restez avec nous. Malek Bouti, c'est maintenant l'heure de notre prochaine invité politique. Et c'est Jean-Louis Bourlange. Bonsoir, monsieur Bourlange. Prenez place, asseyez-vous à côté de Malek Bouti. Oh, peuple des cités lointaines qui résonnent chaque soir, sentez-vous vos âmes pleines d'un ardent et noble espoir. On vous a mis l'hymne européen pour signifier que vous êtes un fin spécialiste de la question européenne. Vous êtes député, vous êtes soutien d'Emmanuel Macron. Alors, ça dépend des journaux. Oui, mais parce que les journalistes ne font pas leur métier, alors, parce que je suis clairement absolument pas à République En Marche. D'accord. J'ai été investi par le MoDem, dont je n'étais pas membre d'ailleurs. Mais, François Bayrou m'a fait confiance après une longue séparation politique d'une dizaine d'années. Il a estimé que, comme j'avais pris l'initiative de soutenir Macron avant lui, quand il a soutenu Macron, il s'est dit qu'il était peut-être bon qu'on fasse une paix politique. Avec une bonne manière de raconter l'histoire, je trouve. Oui, mais c'est l'histoire, c'est la vraie, c'est la bonne manière et la manière vraie. Parfois, ça coïncide. Oui. Alors avec vous, on va parler de ça. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Maintenant, on met sa voix. Hein. On va remettre la tirelire de Gaulle. Donc, c'était donc le général de Gaulle. L'Europe face à la crise et au désamour, le président Macron a-t-il les bons remèdes? Cette semaine, en tout cas, il a déjà lancé les consultations en vue des prochaines élections européennes. Regardez. Toute la journée, Emmanuel Macron a enchaîné les rendez-vous avec les responsables politiques. Nous avons plus que jamais besoin d'Europe. On a besoin d'un débat national sur l'Europe. Notre mission est simple. Faire en sorte que nous puissions avoir un vrai débat, un beau débat, un grand débat européen. Alors, le président Macron, Jean-Louis Bourlange, est-ce qu'il saute comme un cabri sur sa chaise en disant l'Europe, 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 ou est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose?
Je crois que le général de Gaulle, dans l'extrait que vous avez cité, qui est de décembre 65, a été absolument remarquable dans le style, mais qu'il avait ouvert à ce moment-là une crise qui est passée à l'histoire comme la crise de la chaise vide, qui a plongé l'Europe dans une espèce de sommeil, de léthargie de 10 ans, dont on est sorti quand même après avec Giscard et Schmitt, puis Mitterrand et Kohl. Donc je crois que la référence est admirable, parce que tout ce que fait De Gaulle est toujours formidable sur le plan du style, mais c'est pas le meilleur De Gaulle. Je préfère le De Gaulle qui va en Allemagne, qui est acclamé par les foules allemandes, qui réconcilie les deux peuples, allemands et français, avec Adenauer, qui embrasse Adenauer, qui n'avait jamais embrassé personne, et qui tout à coup est embrassé par le général de Gaulle. Même à titre privé, vous voulez dire. Et donc, voilà. Alors maintenant, pour être plus sérieux, si on regarde ce qui se passe, je crois que Macron a saisi quelque chose de tout à fait juste, qui est le moment où on peut relancer l'Europe. Pourquoi ? Parce que il y a en Europe, à nouveau, une menace globale sur ce qu'est l'essence de la civilisation européenne. Nos valeurs, la laïcité au sens le plus large du terme, c'est-à-dire, je dis la laïcité, pour moi, c'est la distinction chrétienne des trois ordres. Oui. Temporel, spirituel, intellectuel. C'est Jacques Le Goff, qui était un grand laïc devant l'Éternel, l'a démontré de façon très, très claire. Donc ces valeurs-là sont profondément mises en cause. Le terrorisme, notre modèle social est quand même assez profondément chamboulé, tourneboulé par tout ce qui se passe. Nous voulons garder une économie libre, nous voulons garder un système de protection efficace. Sur le plan démocratique, l'état de droit, les valeurs démocratiques, on voit bien que ça n'est pas gagné, non seulement à cause de l'islamisme militant, mais aussi à l'est de l'Europe, il y a des traditions autoritaires. Ouais. Donc tout ça, et tout cela, on ne peut y faire face qu'ensemble. Moi, je constate qu'au moment du Bataclan, même les Anglais ont chanté à plein poumon la Marseillaise. Tout le monde a chanté la Marseillaise, sauf en Bosnie, sauf en Turquie. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose de très profond à organiser. Trump, évidemment, Trump met en cause tout un ensemble de choses auxquelles nous croyons. Maintenant, je vais faire une nuance critique sur l'attitude du président Macron. Je crois que dans son discours de la Sorbonne, il y avait un peu le défaut de cette vieille publicité de mon enfance. On trouve tout à la Samaritaine. Il y avait trop de choses. Il n'y avait pas assez d'hiérarchie. L'habitude que j'ai de la construction européenne, c'est qu'il faut se concentrer sur des objets précis, réaliste, bien étudié. C'est ça que j'ai appris de Delors, c'est ça que j'ai appris d'un certain nombre de gens, et avancer à partir d'un consensus minimal mais fort. Et le dire en termes concis, surtout. Ça c'est important. Ça c'est pas la concision. Non, je sais, mais la concision c'est important. C'est ça que je reproche aussi à Macron. Le problème c'est que là ce que vous venez de dire, c'est pas tout à fait le problème qui se pose. Il y a au moins deux problèmes. Il y a d'abord que Macron est un peu victime de sa parabole du premier de cordée, parce que premier de cordée qui entraîne tous les autres. Là, la première de cordée, c'est Angela Merkel, et elle est en train de dévisser en termes d'alpinisme. Si ça peut quand même poser un problème. Et puis je voudrais vous soumettre cette déclaration. Notre Union, l'Union européenne, a toujours été un projet social. C'est plus qu'un marché unique, plus que l'argent, plus que l'euro. Ce sont des valeurs et la façon dont nous voulons vivre. C'est signé Jean-Claude Juncker, celui qui a organisé le dumping fiscal en faveur du Luxembourg et qui a laissé prospérer le dumping social. Donc, cette Europe sociale, parce que aussi qu'elle soit sociale, elle n'est pas portée par les bonnes personnes. Donc, il y a cette crise allemande et le fait que c'est un marché de dupes. C'est les mêmes qui essayent de vous vendre l'Europe sociale et qui ont organisé l'Europe de manière exactement inverse. Donc, j'ai beaucoup de mal à y croire. L'inconvénient de la concision, c'est que ça simplifie, voyez-vous. Oui, mais ça permet de laisser la parole à l'autre, et ça, c'est un avantage. Je reconnais volontiers. Mais non, alors d'abord, Jean-Claude Juncker a tout péché miséricorde. Il a été chef de gouvernement luxembourgeois. Le Luxembourg a toujours profité de façon abusive. C'est pas lui qui est en cause, etc. en tant que personne. C'est une tradition, vous voulez dire. C'est une tradition. C'est une tradition d'un petit pays qui s'est situé, qui s'est trouvé à la charnière d'un certain nombre de grandes économies. Et je suis tout à fait conscient et tout à fait clair sur le fait que c'est l'insuffisance d'Europe.
Pourquoi? Les Luxembourgeois ont bloqué pendant longtemps, notamment l'harmonisation fiscale. Voilà. Le secret bancaire, tout ça, oui. Mais là, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on reproche à l'Europe de ne pas être européenne ou est-ce qu'on le reproche d'être trop européenne? Moi, ce que je vois, j'entendais d'un certain nombre de journalistes, Éric, bien sûr, Éric Zemmour, mais je pensais pas... un mot encore. N'en parlons pas, non, mais je pensais à Madame Polony, qui dit, qui dans un même mouvement disait je suis contre les paradis fiscaux et je suis pour le souverainisme. Il faut choisir. Non, mais là, elle n'est pas là, Natacha Polony. Éric Zemmour, allez-y. Jean-Claude Juncker, je réponds sur l'Allemagne aussi. Jean-Claude Juncker s'est très clairement engagé de façon tout à fait intéressante vers un progrès de l'Europe fiscale. Donc c'est tout. Il est président, je ne sais pas si je l'aurais choisi. Et quant à l'Allemagne, là, vous posez un problème qui est extrêmement sérieux, qui est un problème qui se pose partout. Nous avons actuellement dans toute l'Europe deux grandes sensibilités qui s'affrontent. Une sensibilité que je qualifierais de souverainiste. Alors là, c'est un peu, je n'ai pas du tout des obligations. Mais je le prends pas en des. C'est un peu ce dont Éric Zemmour porte la. Non mais Éric, vous êtes quand même très connu. Hein. On tenait une phrase là. Et donc il y a ça, et il y a au cœur une entente de la droite et du centre modéré, chrétiens-démocrates, libéraux, sociaux-démocrates, qui estiment que l'avenir de la civilisation passe par la défense de notre modèle. Ce qui s'est passé, ce qui se passe au cours des dernières années, c'est que pour la première fois, les contestataires de ce modèle ont été sur le point de gagner. Ça a provoqué un peu partout, notamment en France, une espèce de mobilisation de la droite modérée et de la gauche modérée, disant non, on ne peut pas revenir aux années 30. Et en revanche, en Allemagne, pour des raisons très complexes, il y a actuellement un retard à l'allumage entre un accord entre les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. Ah, vous voulez revenir à cette alliance? Mais bien sûr, parce qu'elle est logique. Non, mais elle est logique. Elle est absolument logique. Et ce qui se passe simplement, c'est que... le SPD ne veut pas parce qu'il a pris une tannée électorale à cause de ça. Oui, non, pas à cause de ça. Il a été battu avant. C'est une erreur. C'est très difficile de gagner les élections en ce moment. Il n'y a aucun gouvernement, ni à droite, ni à gauche, ni au centre, qui gagne aisément les élections. Bon, donc les sociaux-démocrates allemands ont passé leur tour. Moi, je crois personnellement qu'il n'y a pas de majorité cohérente en Allemagne actuellement s'il n'y a pas un accord entre les sociaux-démocrates, les chrétiens-démocrates et, je pense, les Verts. Alors, le problème avec Bourlange, c'est qu'il embrasse tellement qu'on ne sait plus par quel bout le prend. J'ai très mal, non mais... Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est lui. Ouais, oui, voilà. Rhétoriquement, je ne me mêle pas de votre vie privée, M. Bourlange. Donc, je ne sais plus par quel bout le prendre. Ah, bah voilà. Je vais prendre par le bout allemand. On va bien voir. D'abord pour dire que, selon moi, vous commettez une erreur en disant que le De Gaulle qui dit l'Europe, l'Europe, l'Europe n'est pas le même, et celui de la crise de Luxembourg n'est pas le même que celui qui va en Allemagne et qui embrasse Adenauer. C'est le même. C'est le même qui utilise l'Allemagne comme levier d'Archimède de la France pour imposer la domination politique de la France sur l'Europe et qui veut, selon sa fameuse formule, vous la connaissez bien sûr, qui dit à perfit, la France c'est le jockey, l'Allemagne c'est le cheval. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne le jockey et la France le cheval. Et quand le jockey se casse la figure, on est mal, et c'est là qu'on en revient à notre sujet de Merkel. Moi, je vais vous dire, je pense que d'abord, il y a une justice immanente. C'est-à-dire que Merkel a péché sur les migrants contre l'Europe, contre la civilisation européenne, et elle paye. C'est, je dis, il y a un Dieu qui l'a fait, qui l'a vraiment, c'est une justice immanente, divine, de son crime contre l'Europe. Vous en êtes à l'Ordalie. Oui, je plaisante pas. Et deuxièmement, quand vous dites l'Europe, les valeurs de l'Europe, selon les valeurs de l'Europe, les tentations autoritaires, les traditions autoritaires de l'Europe de l'Est, mais que nenni. Ah oui. Que nenni. À peine. Non. Eux, au moins, ils défendent la civilisation européenne qui est fondée sur le christianisme. Je suis désolé de vous le rappeler. Les néo-nazis d'Allemagne de l'Est aussi, oui. Non, je m'en fous. Arrêtez que t'es néo-nazi. Non, mais c'est ça aussi. Non, mais arrête. Le début était plus convaincant. Non, mais le début était plus convaincant. Non, il n'est pas plus convaincant. Je pense aujourd'hui, c'est l'Europe de l'Est qui est la seule à défendre l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, les pays d'Europe de l'Ouest sont absolument vermoulus, sont vraiment pourris de l'intérieur et qu'ils ne défendent plus la civilisation européenne au nom, et j'ai fini, Malek Bouti, je vous laisserai parler, au nom d'un gloubi-globa mondialisé. Gloubi-boulga.
Boulga, allez, Boulga. Mondialisé, Toujours pas. qui n'a rien à voir avec la civilisation européenne. Malek Bouti. Ce qui est vachement bien avec Zemmour, c'est qu'on pourrait parler du championnat de France de pétanque, on finirait sur les musulmans et les chrétiens. Pas du tout, j'ai attaqué sur l'islam. C'est pour vous chauffer un peu quand même. Ah bon. C'est dommage d'être si brillant intellectuellement et de revenir toujours au même point. Mais je ne reviens pas au même point. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Je pense que, moi, ce que je pense, je vais parler un peu net, il y a beaucoup de débats intéressants. Moi, je reconnais que M. Bourlange c'est un moine qui construit, un moine soldat de la question européenne, et on doit lui reconnaître une chose. Il n'a jamais changé de point de vue, il n'a jamais évolué par rapport aux enjeux Alors lui, européens. c'est bien et moi, c'est pas bien. C'est vrai que vous étiez très pro-européen. Non, parce que je change pas d'avis, c'est ce qui m'a reproché. Oui, mais j'ai pas envie de chauffer Bourlange. Mais disons les choses assez court. Je sais pas, moi, chaque fois, je suis toujours surpris. Je vais vous dire vraiment ma conviction. Moi, j'ai toujours trouvé le débat européen hyper chiant. Mais vraiment hyper chiant. On finit toujours par... Il y a toujours un spécialiste qui s'éveille. Ah là, mais vous n'avez pas vu le truc fiscal, la convergence fiscale, le truc... Bon, qui ne sont pas des sujets, je ne dis pas inintéressants, bien sûr, et pas importants, et c'est l'avenir, et nos enfants, et tout ça. Mais moi, je vais vous dire, une fois, j'ai vibré devant le drapeau européen. Et ça m'a donné une réflexion. En fait, je suis amateur à titre perso, comme ça, j'aime le golf. Et une fois, il y avait une compétition de golf qui va venir bientôt en France, qui s'appelle la Ryder Cup, qui est les États-Unis contre l'Europe. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un maillot de sport avec un drapeau européen. Et là, j'étais là, je regardais la compète, et je soutenais nos gars, c'était les compétitions de garçons, en fait, il n'y avait plus d'anglais, il n'y avait plus de machin, il n'y avait pas d'espagnol, il n'y avait pas de français. Je voyais que ce drapeau. Et je me suis dit, mais au lieu d'user des sommes faramineuses, de faire des trucs hyper compliqués pour essayer de faire converger, etc., sans prendre les problèmes géopolitiques, l'Europe de l'Est, l'islam, tout ça, pour redonner de la passion. Moi, je ferai une équipe européenne de basket, une équipe européenne de foot. C'est-à-dire, je relancerai, il n'y a pas que l'Eurovision qui est devenu le plus ringard du monde, mais il y a un moment, toute entité ne peut pas être... Je veux dire, on ne construit pas... C'est sidérant ce que vous racontez, je vous assure, moi je suis... Mais sidéré je vais finir. Et consterné. C'est normal, vous êtes néo-stalinien. Mais c'est la vérité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, on construit à un moment un ensemble humain. Il y a tout ce qui est raisonnable, l'économie, le social, la géopolitique, la protection. Mais il y a toujours une petite étincelle de passion. Un petit truc, c'est comme les histoires d'amour. C'est comme si vous présentiez... Vous savez, c'est ces gens qui organisent les dîners pour marier les gens. Elle est célibataire, t'es célibataire, elle est dans les assurances, toi t'es dans les mutuelles, ça devrait coller. Mais non, ça marche pas comme ça. Là, le petit chaud, et je pense, et les politiques de convergence européenne, qu'on ait un angle libéral ou qu'on ait un angle plus social, elles pêchent tous par une chose. Il n'y a pas d'incarnation. Il y a un désintérêt des États aussi, parce qu'on n'en voit que des balles. Moi, je veux répondre à un néo-stalinien. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas le néo-stalinien. Je ne parle pas des élections, je parle du fait que... Il vais finir. Non, mais vous n'avez pas l'habitude, c'est comme ça. Je vais dire une chose. Il manque de la chair, il manque de la tripe et il manque du cœur. Monsieur Bouti, d'abord, vous ne pouvez pas être plus à côté de la plaque. Moi, je viens de la gauche antitotalitaire. Néo-stalinien, vous êtes tellement sur une autre galaxie qu'on ne voit même plus la plaque. Il y a peu de gens qui se revendiquent d'une gauche très totalitaire. Si. Ah bon? Si, les débats avec M. Baydou sont très intéressants. Il pense que, il pense que le maoïsme, 40 millions de morts, c'est un petit détail. Continuons comme ça vers le communisme universel. Donc ça existe. C'est pour ça que j'ai dit néo. Écoutez, franchement, non, mais ni néo ni stalinien. Vous êtes à côté de la plaque. Ensuite, ce que vous racontez, c'est sidérant. Moi, je ne suis pas contre une équipe européenne, mais vraiment, les enjeux, c'est en effet la convergence fiscale et sociale. Sinon, ça ne marchera jamais. Ce que vous proposez, c'est la cerise sur le truc. C'est un truc symbolique, très bien. C'est la cerise sans le gâteau. Oui, voilà. Ce qui me frappe, comment c'est sympa, vous auriez pu me traiter d'abruti. Non, mais ce qui me frappe, non, mais moi je suis pas d'accord. Non, c'était un peu sous-entendu. C'est justement ça le défaut de l'Europe et qui justifie certaines critiques d'Éric Zemmour, c'est que on a l'habitude d'avoir trop de cerises et pas assez de gâteaux. C'est-à-dire que depuis le début, on contourne les enjeux politiques. Tout ce qu'on fait en Europe, c'est dire on peut pas y aller directement sur la politique parce qu'on n'ose pas se faire confiance. Alors on invente des trucs. On fait l'Europe du droit, on fait l'Europe du sport, on fait l'Europe de l'Eurovision, on fait tout un ensemble de choses. Le problème profond, c'est la situation
géopolitique des peuples européens qui ont tant donné à la civilisation mondiale et qui ont tant abusé de leur position dominante dans le monde. C'est ça l'héritage. Et c'est comment se situe-t-il, s'organise-t-il? Éric dit on ne peut pas s'organiser vraiment. Moi je dis si, on doit s'organiser par des moyens institutionnels qui permettent de surmonter les contradictions et on fait de la politique, de la défense et on est présent dans le monde. Je voudrais répondre en deux phrases. C'est de la politique qu'il faut faire. C'est pas vrai. En deux phrases. C'est pas possible. En deux phrases. C'est impossible. Ce que me dit M. Bouty est impossible et ça nous rend le projet de Bourlanges impossible. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de démos européen. Il n'y a pas de peuple européen. Bourlanges lui-même dit il y a des peuples européens. L'Europe, c'est une géographie et c'est civilisation. Il y a un démos espagnol c'est tout leur problème. avec la Catalogne. Eh ben, c'est tout leur problème. La preuve, c'est tout leur problème. Alors, Malek Bouty et Jean-Louis Bourlanges, vous concluez. En une phrase, chacun. En une phrase, il n'y a qu'à commencer. Non, moi, je crois que véritablement, nous serons ensemble par des moyens institutionnels qui ne sont pas encore très bien perçus, très bien analysés, mais que je vois assez bien personnellement, mais il faudrait les faire partager. Nous serons ensemble dans le 21e siècle, nous tiendrons notre parti, nous défendrons nos valeurs, nous défendrons nos intérêts, nous défendrons notre prospérité ensemble, ou nous ne serons rien du tout. Malek Bouty, pas mieux? Vivement qu'il y ait un championnat européen de football. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges. Vous restez avec nous, vous restez tous les deux pour un débat passionnant sur la France périphérique. Le journaliste Gérald Andrieux est parti à la rencontre des Français oubliés dont on parlait tout à l'heure, Malek Bouty. Vous allez nous donner votre avis et il y aura bien sûr aussi Maëlle de Calan et Sandrine Saroche, mais pour l'instant c'est... On rigole bien pendant la pub. Allez, de retour sur le plateau de Zemmour. Je rappelle que vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux qui plaisent tant à Malek Bouty. On va parler de la France périphérique, mais un message. T'es presque aussi bonne que Hamon comme actrice. C'est la boîte aux lettres de Zemmour et Nolot. Alors, c'est un message de Bengo. De qui? Et ça vous concerne, c'est pour ça qu'on l'a mis à ce moment-là de l'émission. De Bengo, exactement. Mon Dieu. Éric Z, je suppose que c'est vous, parle souvent de ses déjeuners avec des politiques. Qu'un-est un déjeuner? On a repris le tweet dans son intégralité. Ah, mais je vais sans faire de la cuisine, il faut inclure le Bon, d'accord. Comment cette méthode de journalisme fonctionne? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu'une interview? Et est-ce qu'Éric Nolot fait pareil? D'accord. D'abord, c'était quand j'étais un journaliste politique, je dirais classique. On fait des déjeuners avec les hommes politiques, tout simplement pour discuter avec eux, pour avoir des informations sur ce qui se passe, etc. Et on essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête des hommes politiques, et c'est comme ça que moi j'ai fonctionné. Tu as trouvé qu'il n'y avait rien. Comment? Tu as trouvé qu'il n'y avait rien dans la tête Parfois, il n'y a rien. Mais bon, c'est une information en soi. Et puis, voilà, ça n'a rien de mirobolant, quoi. Non, moi, Nolot, il n'a pas été journaliste politique. Je ne déjeune pas avec... Je ne déjeune pas avec les hommes politiques. C'est lui qui est gros, pourtant. Je ne déjeune pas avec les hommes politiques, mais je vais faire une exception pour Malek Bouty, car il m'a traité de néo-stalinien. Et dans ma jeunesse, je l'aurais convoqué sur le pré à l'aube avec nos témoins respectifs. Mais comme j'ai un peu vieilli, je me contente de l'inviter à déjeuner. Et vous lui pour auriez vider laissé cette le choix querelle. des armes ou pas? Évidemment. Malek Bouty, vous déjeunez, vous, avec des journalistes? Oui, ça arrive, oui. Bien sûr. Jean-Louis Bourlanges? Moi, je déjeune de façon générale. Non, mais c'est pour parler, c'est pour faire une sorte de pont avec la séquence qui arrive aussi après, qui parle d'une collusion des milieux politiques journalistiques et d'une France oubliée, d'une France recluse. On passe maintenant à notre grand débat. Avant de recevoir Gérald Andrieux, un journaliste parti à la rencontre de ce qu'il appelle le peuple de la frontière, de cette population qui n'attend plus rien de la politique. Retour sur cette France fracturée depuis belle lurette. Comme le rappelle Gaël Atlan, c'est la mise à jour. Fracture sociale, casse sociale, France périphérique, un changement sémantique mais un même constat. Sur le plan social, le creusement accru des inégalités. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale, comme si celle-ci n'existait pas déjà. Oui, mais c'est en 1995 que le phénomène est politiquement investi. C'est Jacques Chirac, alors candidat à l'élection présidentielle, qui fait sienne la notion de fracture sociale impulsée sous la plume d'Oreguino, jusqu'à devenir l'un de ses principaux thèmes de campagne. Dans votre livre, vous expliquez qu'il y a un fossé terrible qui est en train de se créer, de s'approfondir. Fracture, c'est plus qu'un fossé. Oui. C'est vrai qu'il y a deux France.
Et c'est vrai que fracture ou faille, ça s'écarte. La France se fracture et l'on voit à la fois des territoires et des populations qui s'excluent de la République. Les années passent, un septennat et un quinquennat exactement. 2006, et de fractures, on ne parle plus. Le chef de l'UMP enfonce le clou et par la même occasion, le bilan de son prédécesseur. La fracture sociale s'est transformée en désintégration sociale. Fracture, faille ou désintégration, la France serait divisée au point d'avoir une partie de sa population marginalisée. Début 2014, c'est désormais l'expression de France périphérique, théorisée par le géographe Christophe Guilluy qui fait débat. Réaliste ou excessif ? Il n'y a pas une France périphérique à côté d'une France des villes, une France tranquille. Pourtant, en 2017, le thème de la fracture sociale fait bel et bien son retour dans la campagne présidentielle. Il y a la fracture sociale. On en parle depuis 20 ans. Et elle est essentielle et elle reste là. On fait croire à monsieur tout le monde que dans ce monde, il sera un winner. Il ne sera en fait qu'un esclave dans des pays asservis. De la France pour tous à la France périphérique, 22 années se sont écoulées. Rétablir la confiance, c'est aussi éviter de creuser un fossé entre deux Frances. La France des métropoles mondialisées et la France périphérique. Nommer les choses, les hommes politiques le font, surtout en campagne présidentielle. Plus rares sont ceux qui rencontrent ceux et celles qui sont en périphérie, voire à la frontière. Le journaliste Gérald Andrieux l'a fait pour rencontrer cette France fracturée depuis des années. Alors pourquoi le pays s'est-il autant fissuré ? Et voici Gérald Andrieux. Venez, c'est par ici. Prenez place. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de Marianne, et vous avez parcouru 2000 km en France, sur la frontière, pour y rencontrer des Français anonymes et oubliés. Le titre de votre livre, Le peuple de la frontière, aux éditions du Cerf. Il s'y connaît en frontière, car il est pratiquement né dessus, notre homme de l'Est qui a toujours chaud, notre homme de Baden-Baden. Éric Nolot a lu votre livre, voici son apostrophe. Mon cher Gérald Andrieux, à chacun son Saint-Jacques de Compostelle. Le vôtre débute le 17 octobre 2016 et vous mènera à pied comme de juste de Bray-Dunes, commune la plus septentrionale de France, à Menton, soit à l'extrême sud-est de notre vieux pays. C'est une précision que j'apporte à l'intention d'Éric Zemmour, qui est meilleur en histoire qu'en géographie. La comparaison avec le fameux pèlerinage se justifie à plus d'un titre. D'abord parce que vous êtes à la recherche de deux concepts devenus presque aussi légendaires que Saint-Jacques et qui semblent parfois appartenir à un passé aussi lointain, la frontière et le peuple. Ensuite, parce que ces 2000 et quelques kilomètres de marche vous servent de très chrétienne façon à expier une grave faute, celle d'avoir longtemps pratiqué un journalisme politique proche des puissants et loin des gens. Votre propos débute en effet, ou presque, par une violente charge contre un système médiatique qui fonctionne par et pour les élites. À travers ce voyage dans la France profonde, vous entendez donc vous faire absoudre d'un péché capital, capital avec un E, qui désigne l'excès de parisianisme. De ville frontière en ville frontière, vous donnez à voir cette France qu'on ne voit jamais, vous donnez à entendre ces Français qu'on n'entend jamais, non pas la France qui gagne, mais celle qui a tout perdu après l'abandon des mines de charbon, l'effondrement de la sidérurgie ou l'effacement de l'industrie textile. Cette France où la fermeture d'une usine plonge tout un bassin de population dans le désarroi. Cette France des travailleurs transfrontaliers partis en masse s'embaucher en Suisse ou au Luxembourg. Une France dont la sensibilité au thème du chômage et de l'immigration se traduit souvent par un fort pourcentage de votes pour le Front National et par des records de votes blancs ou nuls. Mais aussi, pour vous citer, une France plus solidaire et plus généreuse qu'on nous le dit. Une France forte d'un humour parfois pratiqué à vos dépens. Ah, on est venu voir comment vit l'ouvrier, vous lance ainsi l'un de vos interlocuteurs. Une France où s'épanouit la brève de comptoir dans toute son efficacité. Vous rapportez ce propos. Quand je vois des politiques à la télé, je l'éteins. Je préfère encore un dessin animé. Une France du désenchantement sans retour de la politique. Une France où on ne vous parle jamais d'Emmanuel Macron, alors même que son discours trouve un écho grandissant dans le reste du pays. Macron, c'est bien simple, ils n'en disent rien, ils n'en parlent pas. Il me faut prévenir notre président, écrivez-vous, cette France des rien du tout, des négligeables et des négligés ne l'attendait pas. Une France qui n'attendait pas Emmanuel Macron, et pire encore, qui n'en attend sans doute rien non plus, tant le bougisme professé par l'actuel locataire de l'Élysée paraît déplacé aux yeux de gens coincés dans leur existence, ou à l'inverse, contraints d'aller chercher l'emploi de plus en plus loin. Vous tenez ce journal de voyage avec talent.
Vous possédez le don de camper en quelques mots une situation, d'esquisser un paysage, de faire vivre une personne de rencontre, et aussi le talent de résumer les grands enjeux de la période à venir. Depuis le 7 mai, Emmanuel Macron le prouve, on peut gouverner sans le soutien conséquent du peuple, il ne serait pas le premier. Il l'a d'ailleurs appris avec François Hollande. Mais peut-on gouverner contre le peuple? Ça reste à voir. C'est en effet ce qu'il nous reste à voir. Mais j'ai une question précédée d'une remarque. J'ai été extrêmement frappé par le fait que vous ayez, vous aussi, l'impression de découvrir cette France, alors que vous êtes d'un milieu populaire, votre père était un ouvrier, et j'ai l'impression que vous avez vécu très très loin de ces réalités et que vous êtes presque un explorateur de ce pays. Alors, je voulais surtout pas apparaître comme un participant à l'émission de Frédéric Lopez, Voyage en terre inconnue, qui va rencontrer une peuplade, une tribu. Non, ça ne va pas jusque-là, mais vous êtes quand même assez étonné de ce que vous découvrez. Non. Sans aller jusqu'à la caricature que vous évoquez. Étonné, non, parce que je voulais donner à voir. Donc évidemment, je décris énormément, mais parce que je voulais donner à voir, parce que malheureusement, vous l'avez dit, je confesse un péché. J'ai pratiqué ce métier qui est le journalisme politique. Et vous avez déjeuné avec des... Oui, des déjeuners. Et ce qu'il y a de pire, le grand public ne le sait pas, c'est le déjeuner de groupe. C'est-à-dire que les politiques... Et moi, je refusais. J'ai essayé de refuser, mais je ne m'appelais pas Éric Zemmour. Tout le monde ne peut pas refuser. Le groupe de journalistes ou le groupe de politiques? Non, le groupe de journalistes face à un politique. Tout le monde sort du déjeuner avec une seule et même information et tout le monde l'écrit le lendemain dans le journal. C'est grotesque. Donc, non, moi quand je déjeune avec un groupe de journalistes, ils n'écrivent rien, parce que je leur dis rien d'intéressant. Félicitations. Donc, j'ai peut-être voulu, oui, expier cette faute et donner à voir cette France que j'avais quittée quelques années plus tôt, puisque vous le dites, moi, c'est pas une France qui m'est étrangère, j'en suis. Mais je suis obligé de l'expliquer dans les interviews, parce que vous avez raison, ça donne le côté un petit peu Dora l'exploratrice, qui allait voir le bon peuple. Mais je vais vous dire, si les journalistes aujourd'hui me reçoivent, et je suis ravi de la couverture médiatique que reçoit ce livre, ils me reçoivent parce que ça a un avantage, c'est que j'ai fait le job que eux-mêmes considèrent n'avoir pas fait. Ils me le disent en coulisses, ils me disent une fois qu'ils ont rendu l'antenne, merci, parce que nous-mêmes on fait n'importe quoi. Ce métier est en train de devenir idiot et on est comme ça, branché sur l'information en continu et on va plus voir les gens, on ne discute plus avec eux. Donc ils me le disent et ils me reçoivent aussi pour se déculpabiliser d'une seconde chose, c'est de jamais recevoir le prolo de province. Ils ne le veulent pas sur leur plateau. Et l'avantage, c'est que je présente un peu mieux. On ne peut pas dire que j'ai une élocution parfaite, mais je présente un peu mieux que le prolo. Donc ils se déculpabilisent de deux manières. Ils me reçouvent parce que j'ai fait le job, ils me reçoivent parce que je leur parle de cette France qu'ils ne veulent pas voir sur leur plateau. Ça vous parle, vous, cette... Sincèrement, oui, mais en même temps... France périphérique... C'est pas très nouveau. J'ai déjà lu d'autres ouvrages là-dessus, des témoignages, pas mal. Et ça correspond. Et là, je pense que l'angle intéressant, ce serait ça le vrai débat. C'est que c'est un pays qui oublie souvent, qui pense son histoire républicaine par l'idéologie. Or, en réalité, le grand moment de la République, c'est l'organisation de son territoire. C'est les départements, c'est briser l'ordre. C'est dans le discours de Saint-Just sur la Constitution où il explique que la création des départements, donc quand vous baladez en France, c'est mal fichu par rapport à l'histoire naturelle. Mais les départements, c'est une manière de remettre à zéro et de dire que tu habites à un bout ou à l'autre bout de la France, tu dois être traité à égalité. Donc, c'est par contre, je pense, un bon moyen d'observation de la situation. Ça, c'est vrai. En même temps, alors moi, c'est la première annotation que j'allais faire, que Malek Bouti a faite très justement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le premier à faire, même si c'est très intéressant et que, vous voyez, c'est toujours utile d'aller voir les gens, etc. On a une impression. Pourquoi je vous dis ça, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'on a une impression de déjà lu et de déjà vu. Ouais, mais il est bien. Mais il est très bien. Non, mais il est très bien. Il est très bien. On voit les gens sont touchants, sont drôles, sont assez parfois cyniques. Enfin, c'est bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. Et deuxièmement, comment vous dire, vous avez choisi un biais, c'est-à-dire vous avez choisi l'Est. C'est vous qui allez me reprocher ça. Mais non, justement, c'est parce que pour être honnête complètement, moi. Je retrouve tout ce que je pense dans la bouche de ces gens. Mais je reconnais que vous auriez fait la ligne ouest inverse, vous auriez rencontré tous les électeurs de Macron, qui avaient été avant tous les électeurs de Hollande et de Bayrou, l'autre côté. Donc il faut voir qu'il y a deux France idéologiques et sociologiques et économiques, etc. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que je voulais vous demander...
parce que vous avez été à Marianne, si j'ai bien compris, et au début du livre, vous dites un truc que moi je pense depuis longtemps, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'importance de la question de la frontière. Et vous dites, on a voulu un monde sans frontières, et du coup, vous avez une très jolie expression, j'ai noté, frontières nulle part, séparatisme partout. Vous avez tout à fait raison. En même temps, je suis sûr qu'en 2012, quand Sarkozy, inspiré par Buisson, a fait sa campagne d'entre-deux tours sur la frontière, vous avez crié, comme tous les journalistes politiques, au fascisme, au retour de la bête immonde, etc. Donc est-ce que en plus venant de Marianne, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis ça. Donc je voulais savoir si pour que le livre c'est une initiation, si vous voulez, ou un chemin de Damas. Vous aviez pris conscience avant, ou c'est le cheminement qui vous a amené à ces conclusions? Oui, Damas, je sais, c'est au Moyen-Orient, mais ça, c'est pas de ma faute. J'étais en train de voir si... Quand est-ce que vous allez revenir? Alors, deux fautes qu'il me faut confesser. Oui, j'ai été journaliste politique, et oui, je viens de Marianne. Il se trouve que j'ai été formé à ce métier auprès d'un homme que vous avez bien connu, qui s'appelle Philippe Cohen, et qui a écrit ce livre... Alors vous serez beaucoup pardonné. Ah, d'entrée de jeu. D'entrée. Moi je suis comme ça, vous savez, j'ai des a priori. Qui a écrit ce livre très connu, qui est La face cachée du monde. Et il m'a enseigné... Avec Pierre Péan, et qui a valu à Edoui Plenel quelques soucis, sans doute encore plus violents que ceux qu'il connaît aujourd'hui. Oh. Quoique. Ça se discute. Ça se discute. Enfin, il en a perdu son travail. Absolument. Mais tout ça pour dire que Philippe Cohen m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Ah d'accord, alors je savais pas. Et ce goût pour la frontière, pour tout vous dire, j'aurais aimé écrire un bouquin jus de crâne sur la frontière, mais il se trouve qu'il y a... Régis Debray l'a écrit. Voilà. L'éloge des frontières est un bouquin merveilleux. Je le cite de longs extraits dans mon livre. C'est que c'est imbattable. Et puis il y a d'autres personnes qui ont écrit de très bons livres sur la frontière. Michel Fouché, un très bon géographe sur la question de la frontière. Donc voilà, c'est pour moi une vieille idée. C'est pas une obsession, mais c'est une vieille idée que la frontière. Mais il y a autre chose, c'est qu'on se dit que ce voyage vient peut-être trop tard, parce que la France que vous décrivez, c'est une France qui est en sécession, en fait, qui est en sécession de manière négative, c'est-à-dire qu'il y a une culture et une économie de la débrouille qui s'est mise en place. Puis elle est même en sécession de manière alors là, plus positive, c'est-à-dire que tout le monde se replie sur le local, en essayant de faire vivre à l'échelle, parfois c'est d'un foyer, mais ça peut être une commune ou un peu plus. Donc, est-ce que ça vient pas trop tard? Est-ce que cette France-là, elle est encore rattrapable? Je me pose la question, parce qu'en fait, quand je rencontrais quelqu'un qui était encore en colère, j'y voyais un signe. C'est-à-dire qu'il est encore raccroché au réel, et la chose publique l'intéresse encore. Mais la véritable sécession que j'ai observée, c'est la sécession civique. Il y a un séparatisme, les gens ne s'intéressent plus à la politique. La première conversation que j'avais en général, après m'être fait taper dessus parce que j'étais journaliste, quand vous rentrez dans un PMU et que vous dites, voilà, j'ai déjà fait 1000 bornes, je viens vous voir et je viens parler politique, on dit, oh là, t'es gentil mon gars, la politique ça m'intéresse plus, c'est tous des voleurs et compagnie, ils veulent pas en parler. Mais ensuite, quand vous leur expliquez que la politique c'est ce à quoi ils aspirent demain pour eux et pour leurs enfants, ils ont tous un avis sur la question. Mais une bonne partie du pays dit stop, c'est une mascarade, je n'y participerai pas. Et ça a été très fort, c'est pour ça que ce livre n'arrive pas trop tard, parce que ça a été très fort pendant cette campagne, pour deux raisons. Première raison, il n'y a pas eu de débat. Et donc les gens ont eu le sentiment de se faire voler cette campagne, à cause notamment de l'affaire Fillon, qui a embolisé en fait toute la partie de l'avant-premier tour. Tout à fait. Et le débat d'entre-deux tours a été volé pour une deuxième raison qui est connue de tout le monde. Marine Le Pen est nulle. Marine Le Pen présente au second tour. En fait, on a vécu une présidentielle à un tour. Donc ce livre n'arrive pas trop tard. Cette sécession civique, elle a pris corps encore plus cette fois, parce qu'il y a eu 12 millions d'abstentionnistes, 3 millions de votes blancs et 1 million de votes nuls. Jean-Louis Bourlanges? Oui, moi, il y a beaucoup de choses qui me... J'ai pas bien lu votre livre. Je l'ai eu hier, je l'ai parcouru cette nuit, mais je ne peux pas faire la critique que viennent de faire nos amis. Ce qui me trouble, c'est la confusion des problématiques. C'est-à-dire que on a au moins trois choses qui sont d'ailleurs chacune est très digne d'intérêt, de réflexion, etc. Il y a le problème de la frontière, c'est-à-dire est-ce que, je pense au livre de Régis Debray, qui dit la frontière c'est un élément essentiel de l'identification, il en tire d'ailleurs des conséquences assez imprécises, parce que quand la frontière n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait pour la rétablir? Donc est-ce que c'est véritablement un livre
des gens qui sont à la frontière par rapport à ceux qui n'y sont pas. Le deuxième niveau, c'est que vous avez une France qui est très très profondément malade, qui est d'un certain développement industriel. C'est la France de l'Est, c'est la France de l'industrie. Alors moi, je suis de la frontière. Hein. Vous commencez à Brédune. Moi, ma maison de famille, elle est à Dunkerque. Et j'ai passé mon enfance tous les mois de juillet. J'allais devant le trou de bombe de la maison détruite le 3 juin 1940. Bon, donc je vois bien ce dont vous parlez. Mais on a cette France industrielle qui, effectivement, a subi tout un ensemble de choses, avec un effondrement même quantitatif de la classe ouvrière. Enfin, tout un ensemble de choses qui ont été notamment admirablement écrites dans des livres assez anciens. Par exemple, le livre de Noiriel sur les ouvriers français, c'est vraiment... Monsieur Bourlange, il ne faudrait pas votre temps d'analyse excède le temps de Marx, parce qu'il nous reste 4 minutes. Troisièmement, il y a le rapport France d'en haut, France d'en bas. Et là, moi, je voudrais simplement dire une chose. Je ne crois pas du tout que les hommes politiques n'écoutent pas la France d'en bas. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien à lui dire. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Et on n'a rien à lui dire parce que la France d'en bas n'est sans doute pas en mesure d'entendre ce qu'ils ont envie de lui dire. Et le problème de ce pays aujourd'hui, c'est que la politique, ça n'est pas drôle. Que nous gérons une situation extrêmement difficile d'adaptation à un monde qui nous est beaucoup moins favorable géopolitiquement, socialement, qu'il y a 30 ou 40 ans, et que donc c'est pas marrant de vendre de la soupe à la grimace. Une phrase, Malek, vraiment une phrase. Voilà, on s'est aussi dépouillé de beaucoup d'armes que le politique pouvait utiliser naguère pour répondre aux questions de cette France-là, au profit d'autres collectivités, l'Europe, la décentralisation. Non, c'est pas des fantasmes. Voilà, j'ai pas été vrai. Puisque vous êtes notre grand témoin. Très rapidement, d'abord, moi, sur le principe, d'abord, parce que c'était une phrase qui apparaissait anodine, mais je voudrais appuyer dessus, sur le métier de journaliste. Être journaliste, c'est d'abord commencer par aller voir avant de se faire une idée. Donc ça, je vous remercie de l'avoir répété, parce que même dans la politique, c'est pareil. Des choses qu'on croit connaître, quand on va sur le terrain, c'est différent. Après, moi, ma connaissance du terrain, je me balade aussi en France, pour X et Y raisons. Il y a des choses... D'abord, premièrement, la politique, tout se pourrit, mais les gens viennent dans les permanences politiques. Vous n'avez pas un logement, vous n'avez pas un boulot pour mon fils. Je ne peux pas avoir un truc pour faire des travaux alors que c'est interdit. C'est-à-dire... Ils viennent eux-mêmes vous proposer, comme on dit, la carotte. Absolument. Et après, vous disent que vous êtes pourri. Et si vous dites, ah non, moi je mange pas de ce pain-là, on dit, bah lui, il sert à rien. Bon. Deuxièmement. C'est bien de le dire. Deuxièmement, il y a dans ces zones-là un truc dont on parle pas. C'est que je pense qu'il y a aussi quand même, vous rentrez au PMU à 15h, ils sont là. Vous allez au terrain de pétanque à 14h, ils sont là. Il a 40 ans, le gars, il est plus grand que moi, tout ça. Je lui dis, ah bon, tu joues à la pétanque à 14h? Il dit, bah ouais, j'ai mal au dos. Ah bon, l'allocation adulte handicapé, j'en passe, et des meilleurs, et la manière dont tout ça fonctionne. Il y a une France, la gauche est en partie responsable. Ah oui, c'est pour vous couper la chic. Oui. Et en partie responsable. Et Chirac aussi. On est tous responsables. Je pense que les conséquences de l'adoption de ce qui a été d'abord le RMI, puis le RSA, c'est-à-dire globalement, tu peux glander, aller au PMU, tout ça, mais fais pas chier. Hein, excusez-moi. Chômeurs de père en fils, vous dites sur 3 générations parfois. Ils ont accepté un deal qui se retourne aujourd'hui contre eux, mais qui est de glande. Et dernier point d'un point de vue vraiment très rapidement, moi je pense qu'il faut éviter de caricaturer. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît par contre, à cause du numérique, à cause des réseaux sociaux, à cause des smartphones, c'est que la jeunesse, elle n'est pas dans ce deal-là. C'est que la jeunesse qui est dans cette région-là, elle vit, elle voit le monde tous les jours, elle a des amis, elle cherche à draguer quelqu'un sur tel site. Ouais, tu viens prendre un café? Ouais, pas de problème. Le mec est à 350 km. Non, ça peut pas marcher. Elle se sent coupée. Et elle est en train de se révolter et elle ne prendra pas le même chemin. Et moi, je pense que c'est peut-être une France qui est dégoûtée, dépolitisée, tout ça. Mais pourquoi les politiques s'en occupent pas? Je vais être très cynique. Parce qu'elle fait pas chier et que, sincèrement, elle a peu les moyens de faire chier. Mais si elle était capable de se révolter, alors là, ce serait autre chose. Donc, tant qu'ils vont au PMU dire qu'ils n'en ont rien à foutre de la politique, eh ben, le politique, il se frotte les mains, dit « Vas-y, retourne au PMU. Si tu veux même, j'ouvre un nouveau PMU. » Voilà. C'était la conclusion. Vous voulez répondre à Malek Bouti? Une chose toute bête. Le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, que vous connaissez très bien, a avancé une idée qui est le revenu minimum universel. Ils m'en ont tous parlé parce que c'est la seule mesure qui est arrivée jusqu'à eux, vu que de campagne présidentielle, il n'y en a pas eu. Et ils vous disent tous qu'ils sont contre.
Ils vous disent tout ce qu'ils Mais si j'ouvre le bureau revenu universel, il y aura du monde. Hein. Parce que, pour une raison simple, ils veulent vivre dignement de leur travail. Donc ce que vous décrivez, ils sont capables de vous dire qu'il y a de l'assistanat. Ils sont capables de vous dire, oh, il y a des glandeurs dans mon village. Et puis ils vont vous pointer du doigt. Mais ils vont aussi vous dire que ceux qui en profitent véritablement, ils les nomment, et ça sera les élites, et eux, ils se retrouvent dans l'autre camp. Tout récemment, j'étais lors d'un débat au parti... C'est les spécialistes de ça. Il n'y a que des gratteurs partout, sauf eux. Mais la vérité, c'est quand vous vivez en Île-de-France, en banlieue, que vous travaillez, que vous faites 2 heures de transport, vos gosses, le prix du loyer, etc. Hein, ici, c'est la tannée. Et eux, parfois, sincèrement, personne ne le dit, mais parfois, au jour le jour, d'accord, de temps en temps, ils se font chier. Mais au jour le jour, la vie, elle est parfois aussi beaucoup moins pénible. Et on oublie les gens qui vivent dans des milieux urbains sous prétexte qu'ils seraient là à côté de nous. Mais ceux qui sont le malheur à côté de vous, je vous dis une chose, hein, parce que peut-être ça vous donnera l'idée d'un autre livre sur des frontières beaucoup plus proches de nous. Il y a des frontières là, à une demi-heure de Paris. Mais ça, c'est Christophe Il faut Luis, quand même se méfier du discours. 75% des gens disent « Ah, ma télévision préférée, c'est Arte ». Bon, mais ils regardent le TF1. D'accord. Enfin, là, on n'est pas sur le discours. Il y a eu 12 millions d'abstentionnistes, donc on n'est pas sur le discours. Oui, oui. Là, c'est chiffré et on les voit. Merci Gérald Andrier. Je rappelle le titre de votre livre, Le peuple de la frontière, aux éditions du Cerf. Merci Malène Gouty. Vous allez nous quitter? Ah bon? On était bien, non, les garçons? C'est l'heure de notre focus. Ne bougez pas. Dans quelques instants, Maël de Calan, le candidat jupéiste à la présidence des Républicains, peut être visé par Laurent Wauquiez ces derniers jours. Regardez. Nous avons nous-mêmes cédé et démissionné par rapport au tabou. Une droite qui n'a plus de droite que le nom, une droite qui n'est de droite que dans les paroles. Et je suis parfois consterné de voir certains à l'intérieur de notre famille politique considérer que quand on assume nos valeurs, on se recroqueville. Je suis de droite, je suis vraiment de droite, et c'est déjà pas si mal. Bonjour Bourland, voici Maël de Calan. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Zemmour et Nolo. Vous êtes ancien porte-parole d'Alain Juppé. Je vous présente Jean-Louis Bourlange. Et vous êtes candidat à la présidence des Républicains le 10 décembre. Nous avons reçu vos 2 concurrents, Laurent Wauquiez et Florence Portelli, la semaine dernière. Et ils ont dû, eux aussi, passer par la redoutable épreuve imaginée par Éric Zemmour. C'est impitoyable. C'est le QCM de Zen. Alors, Maël de Calan, les idées les plus éloignées des vôtres sont celles d'Emmanuel Macron, de François Bayrou, d'Édouard Philippe ou de Laurent Wauquiez. Alors évidemment, à ces questions un peu binaires, enfin celle-là ne l'est pas, il est difficile de répondre, ça dépend des sujets. Sur les questions européennes, ce sont celles aujourd'hui de Laurent Wauquiez qui sont les plus éloignées des miennes. En revanche, sur tout ce qui a trait au rétablissement de l'ordre, à la lutte contre l'islam radical, à la mise en œuvre d'une politique migratoire digne de ce nom, là, je suis proche de Laurent Wauquiez et plus éloigné du gouvernement et de ceux qui les soutiennent. Et alors plus éloigné d'Alain Juppé, alors? Non, Alain Juppé, on a beaucoup caricaturé sa position pendant la primaire, sincèrement. Oui, je sais, mais il a dit arrêter avec ça. Non, c'est de m'arrêter. Je sais, on a reçu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en matière d'immigration, il était lui-même partisan d'avoir une politique migratoire. Vous parliez de frontières juste avant, qui soit à nouveau digne de ce nom, qui soit ferme. Il voulait limiter le regroupement familial. Il voulait encadrer davantage le droit d'asile. Si je me permets de vous couper, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Virginie Calmels nous a déjà dit ça. Et je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que simplement que Juppé lui-même, et pas seulement ses conseillers de l'époque, a choisi de mettre ça sous le boisseau et de mettre sous l'éclairage l'autre face du juppéisme qui était l'identité heureuse, etc. C'est un choix politique qu'il a fait. Donc ne venez pas nous dire qu'il est... Vous voyez, c'est tout ce que je dis. Très bien ce que vous voulez dire. Et je voudrais y répondre en vous disant, mais ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, savoir si je suis proche ou non de Wauquiez, de Macron. Je crois qu'Alain Juppé... donc je suis pas le représentant dans cette élection. On va en reparler parce qu'il y a des gens qui me soutiennent. Je suis juppéiste moi, mais il y a des gens qui m'entourent, qui me soutiennent, qui ont soutenu Fillon, qui ont soutenu Sarkozy. Donc il y a des lignes de fracture au sein des Républicains. C'est pas Éric Zemmour qui va me contredire, qui dépasse le simple clivage de la primaire. Ce que je voulais achever de dire sur l'immigration, c'est que Alain Juppé, je crois que c'est un homme politique qui a toujours appartenu à cette droite de gouvernement. Donc il veut bien nommer les problèmes, mais c'est pour immédiatement
comment y apporter une solution. Et quand Alain Juppé parlait pendant la primaire de l'identité heureuse, c'était pas pour contredire Finkielkraut qui lui parlait d'identité malheureuse. C'est pour dire il y a un constat auquel on adhère, il y a une crise d'identité, il y a une crise culturelle en France, mais on veut y répondre par des politiques publiques et on ne veut pas se contenter, si vous voulez, de nommer les problèmes. Qu'est-ce qui vous sépare d'Édouard Philippe concernant la lutte contre l'islamisme radical, puisque vous avez cité ce point comme point de désaccord? Je n'ai pas dit que c'était un point de désaccord, j'ai dit que j'étais proche de la tolérance zéro que préconisent tous les républicains en matière de réponse à l'islam radical, et sur le plan du discours, et sur le plan des politiques qu'il faut mettre en œuvre, parce qu'on parle beaucoup de l'islam radical, Yaka, Faucon, mais derrière, les enseignants sont laissés complètement à l'abandon quand ils sont confrontés à des discours hallucinants de la part de certains élèves. Vous critiquez Blanquer? Ils étaient laissés complètement à l'abandon. Non, mais on parle de Macron, là. Non, mais alors, en l'occurrence, je critique pas Blanquer parce que j'ai entendu que les rectorats ou certains rectorats avaient reçu comme instruction, justement, de donner des bases aux enseignants pour leur dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait la politique que vous voulez, donc. Oui, non, mais donc je suis moi proche de Wauquiez sur ces questions de lutte contre l'islam radical, et je pense que clairement Édouard Philippe est aussi sur ces positions. Moi, je crois dans le clivage gauche-droite, et je pense que Édouard Philippe, à bien des égards, est un homme de droite. Vous seriez à tellement la présidentielle, vous voteriez Wauquiez ou Macron? Non mais merci de cette question, mais j'aimerais bien voter. J'aimerais bien voter pour. Merci de cette question facile. Je vous y répondrai. Vous allez dire c'est de la langue de bois. Je vous répondrai que moi je suis entre les deux et que j'aimerais bien ne pas justement. Voter Calan. C'est ça qu'il faut que vous répondiez. Oui, mais j'ai moins de bouteilles que vous. Non mais j'aimerais bien moi voter pour les idées qui sont celles d'une droite qui est résolument de droite, mais qui est une droite qui correspond à mes idées européennes et libérales. Je comprends, mais sous la boutade de Jean-Louis Bourlanges, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Bien sûr. C'est que la politique... Non, mais sérieusement, non, mais là, je ne taquine pas. La politique, c'est finalement un choix qui finit par être binaire, puisqu'on est dans un scrutin majoritaire à tour. Donc Bourlanges taquine, et en même temps, il a mis le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes comme Juppé, vous allez dire entre les deux, mais vous finissez avec Macron contre Wauquiez. Mais c'est inéluctable. Non, parce que moi je suis sur la liste européenne. Par exemple, sur la liste européenne. Je suis au sein des Républicains et pas au sein d'En Marche. Oui, mais Édouard Philippe aussi, il est dans la majorité. Mais justement. Moi non plus, je suis pas En Marche. Oui, Édouard Philippe aussi, il est dans. Juste Éric Zemmour, pour aller dans votre sens. On va rebondir sur votre deuxième question. Si Laurent Wauquiez devient président... pas trop, parce qu'il y a le plafond, ça fait mal. Si Laurent Wauquiez devient président des Républicains, vous ralliez, vous rejoignez Agir, le nouveau parti des constructifs Thierry Solaire, vous rejoignez En Marche ou vous faites vos adieux, la scène? Non, je reste au sein des Républicains. Je ne me rallie pas dans le sens où je ne renonce pas à défendre mes idées au sein des Républicains. Ces idées, elles ont été majoritaires au moment de la constitution de notre parti. Ces idées que je défends, elles sont aujourd'hui très clairement exprimées dans notre charte des valeurs. On a une charte des valeurs au sein des Républicains. Elle n'est pas assez lue, il faudrait qu'on la diffuse. Et cette charte, elle a le mérite d'être très claire. On y adhère, on n'y adhère pas. Mais cette charte, elle dit que les Républicains, grand parti de la droite et du centre, sont un parti libéral, européen, très ferme sur les questions de justice et de sécurité, qui croit à l'identité de la France et à la nécessité de la transmettre, mais elle définit notre formation politique. Moi, j'adhère à cette charte des valeurs. Je constate qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez, sur bien des sujets, s'en éloigne. Et donc, si je perds, je veux rester au sein des Républicains et structurer un courant avec Pécresse, avec Bertrand, avec Larcher, pour y défendre nos idées. Oui, tous les fossoyeurs de la droite. Mais... c'est normal. C'est votre opinion. Mais oui, c'est mon opinion et je peux vous dire que je la partage. Les fossoyeurs de sa droite. Oui, les fossoyeurs de la droite. Les fossoyeurs de la droite de Zemmour mais pour moi, l'UMP... les sauveurs de la France. Absolument. Pour moi, l'UMP est le fossoyeur de la droite. Et l'UMP est le produit du juppéisme, de Chiraco-juppéisme, qui a tué la droite depuis 30 ans. J'ai écrit il y a longtemps, et même Bourlanges a écrit il y a longtemps là-dessus, et moi j'ai écrit il y a longtemps là-dessus aussi. On n'a pas écrit la même chose que vous, tout à fait. On n'a pas écrit tout à fait la même chose, je suis bien d'accord. Donc pour moi, vous finissez le travail de Chirac et Juppé. C'est-à-dire que vous finissez de tuer la droite sous l'édredon centriste qu'il a déjà démoli et désintégré, et vous êtes celui qui va finir le boulot avec Juppé. Et on voit bien sur l'Europe. Qu'est-ce que dit Juppé sur l'Europe? On va faire une liste commune avec Macron. Pourquoi n'assumez-vous pas? Non mais moi, je critique pas. Je trouve ça cohérent. Vous avez les mêmes idées. Donc je connais cette théorie. Je n'y adhère pas. Pourquoi? Parce que si pour vous, la droite,
elle est identitaire, elle est hostile à l'Europe et elle n'est pas libérale. Parce que votre thèse, c'est qu'on ne peut pas être libéral sur le plan économique sans adhérer au libéralisme sociétal. Et pas seulement ça, elle est antiféministe, ça. C'est le libéralisme sociétal. Si c'est la définition que vous avez de la droite, vous avez raison, je suis le fossoyeur de la droite. Oui. Il se trouve que ce n'est pas du tout la définition que je donne de la droite. Je sais bien. Ma droite, elle est pro-européenne parce qu'elle considère que la France, si elle veut rester une des grandes nations du monde, elle a besoin de l'Europe. Ma droite, elle est libérale et elle pense qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'économie de marché et le 2 comme Macron. Merci. Et la société de marché. Ma droite, elle est attachée à l'idée, vous en parliez avant, à l'idée de frontières et d'identité, mais elle voit l'identité pas comme une fermeture, mais comme une ouverture à l'autre. Les deux. À la fois, vous connaissez le discours de Renan sur Qu'est-ce qu'une nation, où il dit à la fois, ça peut pas être qu'une langue, ça peut pas être qu'une histoire, ça peut pas être que des frontières, mais il dit aussi, c'est en même temps un peu une langue, c'est en même temps un peu une histoire, c'est en même temps un peu une frontière, le tout soudé par des valeurs politiques. On va pas partir sur une discussion sur Renan parce que ça nous mènerait trop loin, on n'aurait pas le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des valeurs qui structurent la droite et qui offrent un terrain commun à des gens aussi différents que Wauquiez et que moi. La défense de l'autorité, la volonté de rétablir une forme d'ordre en France, la défense des racines, la conviction que l'homme a besoin de racines pour s'élever, la conviction que l'émancipation individuelle, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'effort, et pas la lutte des classes sous des formalités différentes. Donc je crois, moi, contrairement à vous, que la droite ne se définit pas comme étant anti-européenne, anti-libérale et identitaire. Mais tout ça, M. Galland, c'est Macron. Tout ce que vous venez de dire, c'est du macronisme. Non, c'est à la nuance près. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois. Moi, la fin de la lutte des classes aussi, c'est macroniste. Maël Le Galland n'est peut-être pas en marche, mais il est en mouvement. Oui. C'est le début. Je pense que c'est. Il ira en marche. C'est un combat extrêmement difficile, parce qu'être dans les Républicains contre Wauquiez, alors que Wauquiez va être élu, son embarras n'est pas un embarras subjectif. Il est dans une situation difficile, dont je suis sûr qu'il sortira par le haut le moment venu. Mais la vérité, c'est qu'il y a... Macron, c'est très ambivalent. Il y a une gauche macronienne et un libéralisme social macronien. Moi, je crois... Aujourd'hui, je suis très distant par rapport à En Marche, je crois aujourd'hui qu'il y a une place énorme entre Wauquiez et La République En Marche pour faire effectivement une formation sur des valeurs qu'on qualifierait sommairement de centre-droit, qui sont celles qu'abomine Éric Zemmour et que nous partageons, Maël Le Galland et moi. Mais je suis d'accord, avec cette analyse. Et je crois que les constructifs, le MoDem... et une partie des judéistes, etc., devraient former un ensemble, parce que depuis la libération, on a une droite aronienne qui est libérale, sociale, européenne, et on a une droite souverainiste. J'ai même le nom du parti, ça s'appellera l'UDF. Oui. C'est la blague je suis d'accord, je l'ai dit aussi. On va essayer de retrouver un nom. La difficulté, Éric Zemmour, vous avez lu Blaise Pascal, il parle d'esprit de géométrie et d'esprit de finesse. Vous avez, dans cette analyse, l'esprit de géométrie. Vous avez des concepts que vous cherchez à appliquer aux interlocuteurs. Et ce que je veux dire, c'est que on ne correspond pas à la caricature que vous voulez renvoyer de nous. Vous prenez un exemple précis, celui de l'identité. Moi, je pense que la France a une histoire, a une culture. Je crois à la culture française, à la nécessité de la transmettre. Ça dépend ce qu'on y met dedans, et ça dépend comment on la transmet. Donc, naturellement. Évidemment, ça dépend ce qu'on y met dedans et ça dépend comment on la transmet. Oui, mais quand vous parlez de la droite, UDF en quelque sorte, oui, dans laquelle je me reconnais d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, l'UDF, c'est Macron. Et regardez ce que dit Bayrou. Regardez ce que dit Bayrou. C'est pas vrai. Qui n'est pas moins de droite que la vôtre. Ça, c'est pas vrai. Si, c'est une ancienne gauche, mais c'est pas vrai. Absolument pas. Ah si, historiquement, c'est ça. La droite, ça n'est pas... est une ancienne gauche. Mais non. La droite, ça n'est pas la non-gauche. Oh là là, il faut tout reprendre. Vous seriez... Je vais distribuer la parole. Éric Nolot. Voilà, c'est très bien, vous le faites avec autorité. Retour de l'autorité, ça aussi. Vous seriez tellement mieux l'un et l'autre à En Marche. Non, mais sincèrement. Non, c'est qu'En Marche, ils sont à l'UDF. Ça suffit parce que vous êtes en train de prendre en otage mon débat. Donc c'est moi qui réponds à la question d'Éric Nolot. Pourquoi est-ce que... Il faut bien faire quelque chose. Pourquoi est-ce que je suis pas En Marche? Parce que En Marche, d'abord, ne se résume pas à Emmanuel Macron. Dans En Marche, vous avez des gens comme Richard Ferrand, vous avez des gens comme Ségolène Royal, Manuel Valls. Et moi, je ne suis pas d'accord avec leurs idées. Alors évidemment, il y a des gens dont je suis proche. Édouard Philippe,
Édouard Philippe, c'est évidemment quelqu'un avec lequel j'ai une proximité intellectuelle. Mais vous êtes, Éric Zemmour, attaché à l'idée de frontière. Évidemment, la frontière, elle passe plus près de mes positions que c'est le cas sous le quinquennat de François Hollande. La frontière idéologique, la frontière politique qui sépare la majorité de l'opposition et la droite de la gauche. Mais quand je fais la somme à la fois des valeurs, de notre culture politique, moi je crois profondément au clivage droite-gauche que Emmanuel Macron nie, quand je fais aussi la somme des points d'accord et des désaccords que j'ai avec ce gouvernement, je me situe à droite, je suis bien dans les Républicains, mais ce n'est pas la vision des Républicains qui devraient choisir entre Juppé et les Républicains. C'est tout, moi, ce que je dis, c'est simple. Et ça dépend de la ligne qui est celle des Républicains, et moi je vais me battre pour que la ligne des Républicains reste fidèle à ce qu'elle a été en 2002, en 2014, aux dernières élections européennes, c'est-à-dire une liste qui pense que l'Europe est vitale pour la France et qui pense que pour défendre les intérêts de la France, on a besoin de l'Europe. Je prends un exemple. Mais si vous ne gagnez pas, vous aurez perdu. Je prends un exemple. On va voir quelle sera la ligne qui sera défendue par les Républicains. C'est la meilleure phrase de l'émission. Je prends juste un exemple de ça et je m'arrête, promis. Vous parliez des frontières. La question, c'est celle de la frontière qui est efficace. Moi, je considère qu'on peut, aux frontières de l'Europe, mettre des barrières douanières contre le dumping social et environnemental de la Chine. Il se trouve que l'Europe le fait. Il se trouve que l'Europe le fait sur les aciers. En ce moment, il y a un conflit commercial qui est très dur. Il y a on va parler du fait de... Elle a mis 10 ans à comprendre et puis alors elle va mettre 10 ans à mettre des trucs en œuvre. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a un conflit commercial majeur avec la Chine sur l'acier qui défend la sidérurgie européenne et qu'on peut le faire aux frontières de l'Europe, mais pas aux frontières de la France. Allez, on vient en France, Éric Nolot, avec votre dernière question. Je crois. Je ne savais pas qu'il y avait encore une sidérurgie européenne. C'est pas une question, c'est que vous flirtez avec En Marche. Vous ne voulez pas coucher, je trouve que c'est une position un peu... Vous êtes très séduit, mais vous ne voulez pas franchir le pas. Non, mais vraiment, il y a... d'allumeuse. Oui, ça dans ma jeunesse. Il faut distinguer Macron et En Marche. Non, moi je ne crois pas. C'est une question d'organisation. En Marche est un système dans lequel il faut adhérer à... C'est extrêmement difficile pour un homme politique comme moi d'adhérer à un mode d'organisation comme ça. Je ne comprends pas comment ce processus de clarification politique ne va pas encore jusqu'au bout. C'est lent. Vous avez tout pour vous reconnaître, je ne sais pas comment appeler, l'ensemble de la politique menée par Macron. En gros, ça vous convient. Pourquoi ce système de clarification ne va pas jusqu'au bout, comme on l'a déjà vu arriver en plusieurs étapes? Je vais vous répondre parce que la vie politique n'est pas binaire comme ça. Moi, j'adhère à une partie de la politique économique d'Emmanuel Macron, mais je n'adhère pas à la généralisation de la PMA. Je n'adhère pas à la remise en cause de l'universalité de la politique familiale. Je n'adhère pas, pour l'instant, à l'absence de politique migratoire. Et donc, on ne correspond pas à cette vision assez binaire qui fait de vous soit un Européen ultralibéral, partisan de l'abolition des frontières, soit au contraire la droite, selon Zemmour, qui est anti-européenne moi, je suis pas sur la ligne de, moi, je suis pas sur la ligne de Nolot. Il y a la place. J'aime te l'entendre dire. Il y a la place, Éric Nolot, pour une droite clairement de droite, pour une droite qui pourtant est modérée. Et je crois, pour finir d'un mot, qu'il y a des millions d'électeurs, vous m'entendez, qui se définissent comme de droite, qui ne correspondent pas à votre définition de la droite, mais qui se définissent de droite, qui veulent approuver Macron quand ça va dans le bon sens, et qui pourtant savent où ils habitent. Ce sont ces millions d'électeurs dont je veux porter la voix. Ça s'appelle la bourgeoisie. Non, pas du tout. Moi, je dis l'État. Les agriculteurs chez moi dans le Finistère, correspondent à ce porteur robot. Allez, l'étape n'est pas le terme du voyage. Il nous reste encore un petit bout de chemin à faire avec Sandrine Saroche qui arrive. Allez, Sandrine. Quel plaisir de vous voir, brillante, chamarrée, colorée. C'est bien de voir des femmes, Éric Zemmour. Ah bah oui, hein. des contraires. Là, ça doit être un point d'accord. Peut-être le seul. Allez, on commence avec l'information la plus commentée du week-end dernier, la venue en France de Saad Hariri, qu'on voit ici avec ses deux frères, à Fifi et à Loulou. Alors avec ce coup d'éclat international, Emmanuel Macron voit sa cote de popularité remonter à tel point qu'il y a une rupture de stock sur les boules à neige à son effigie. Je comptais vous, mais oui c'est vrai, je voulais vous en offrir une, mais voilà, j'ai pas pu, j'en ai pas trouvé. La transition est toute trouvée entre les boules et Michel Sapin, que nous avons reçu il y a 15 jours et dont on a appris depuis qu'il donne des conférences à moins de 500 €. C'est du low cost, comme ses polos. En tout cas, voilà de quoi réjouir ceux qui, à l'approche de Noël, se demandent toujours où trouver un sapin pas cher. Eh oui, hein, n'est pas
n'est pas Sarkozy qui veut, lui qui fait payer si cher ses conférences, qu'il peut désormais se livrer à des activités moins lucratives, voire totalement bénévoles, comme rencontrer le bébé panda du zoo de Beauval. Ah, je sais, c'est mignon. Alors, il s'appelle provisoirement Mini Yuanzi, mais vu ses yeux cernés et le mal qu'il a à se mettre en marche, je crois qu'on pourrait aussi l'appeler Jean-Luc Mélenchon. Cependant, attention, hein, ce panda n'est pas gratuit. La Chine nous le loue. Pour 1 million d'euros par an. Oh là Eh oui, là. mais oui, c'est ce qu'on appelle la... Location-vente. Mais c'est ça, justement. Ça fait cher la boule de poil. Et surtout, ça fait cher le leasing pour un si petit modèle de panda. C'était aussi une semaine spéciale pour Christophe Castaner, élu à main levée à la tête de La République En Marche. Logique pour un type qui porte un nom d'espadrille de luxe, certes, mais attention à ne pas l'user jusqu'à la corde, car on a beau être premier de cordée, on peut avoir des fins de semelle difficiles. Un jeu de mots à la Nolo. Que celui qui n'a jamais fait de Pierre Cronenbourg me dit pas première bière. Voilà. Et s'il y en a bien un qui ne marche pas à côté de ses pompes, c'est Jean-Louis Borloo, qui a été chargé par le président de proposer des solutions à destination des quartiers en difficulté. J'en parlais avec ma femme Béatrice, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour la banlieue? Je peux plus leur fourguer des maisons à 100 000. Bah tiens, je vais faire comme en Afrique, hein, je vais mettre l'électricité partout. Et là, petit détail qui me chagrine, Béatrice me dit qu'ils ont déjà l'électricité en banlieue. Alors moi, je savais qu'ils avaient de l'eau, mais pour l'électricité, bah, j'étais pas au courant. On dirait l'inspecteur Colombo. Oui, c'est ça, c'est lui. Alors, on reste en mode alternatif avec cette info insolite qui est tombée cette semaine. Charlotte Gainsbourg n'a pas vidé le frigo de son père depuis 26 ans. Ouais. Et on imagine que sa mère Jane a dû un petit peu s'étonner en l'apprenant. Quoi? T'as pas vidé le frigo de ton père? Moi, tu sais bien que ce sont pas mes affaires. Bon, pour les Roquefort, tu peux encore attendre. Mais le jambon, c'est plus bon. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Je suis contente parce que j'avais aussi pensé chanter « Ne vous déplaise, faut jeter la mayonnaise ». Bien. Ah, je sais, j'ai conscience de m'attaquer à une mythe alimentaire, bien sûr. Bon, Anaïs, si vous me dites que je chante comme Karl Lagerfeld, là, je me vexe cette semaine. Alors, on passe sans transition au pape François, qui a eu la chance de recevoir en cadeau une magnifique Lamborghini Huracan. Alors, pour les puristes, sachez que 640 chevaux animent le V10 de cette version haute performance, soit seulement 30 de plus que le modèle standard. Comme vous pouvez l'entendre au sein du splitter avant, des volets actifs permettent de modifier l'orientation du flux d'air pour accentuer l'appui en courbe et favoriser la vitesse de pointe en ligne droite, ce qui lui permet d'avaler le 0 à 100 km en moins de 3 secondes. C'est pas négligeable, hein, ça permet de faire 6 allers-retours chrono entre la place Saint-Pierre et la chapelle Sixtine en 2 minutes chrono. J'ai envie de dire, ça change de la papa mobile classique. Bah alors là, on entendait, c'est le pape qui démarre. C'est un petit peu laborieux, hein, parce qu'il y a un pape, certes, mais il y a aussi 40 sous-papes. Oh là là. Ah, c'était l'occasion, hein, c'était bon. Ça aurait été péché. Voilà, oui, c'était péché. 40 soupapes qui pédalent dessous. Alors évidemment, quand ça démarre, ça fait un petit peu de fumée blanche, et c'est là que le collège cardinal dit Habemus Lamborghini. Mais bien sûr. Voilà, c'était Sandrine Saroche pour Turbo. Ah, c'était bien, Sandrine. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau de Zemmour et Nolot. Merci, messieurs. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Alors, j'avais, à part la droite, il n'y a rien au monde que je méprise autant que la gauche de Pierre Desproges. Mais je vais prendre plutôt celle de Jean-Louis Bourlange. Si vous ne gagnez pas, vous aurez perdu. On se retrouve dans 2 semaines pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.